Chapitre 1 The Garden Fete. C'était une journée comme seule la fin de l'été peut en offrir dans la campagne anglaise. Un soleil doux mais persistant, un ciel d'un bleu paisible et le léger bourdonnement des abeilles dans les parterres du jardin du presbytère. La fête de Rose Hill était depuis longtemps une institution villageoise, plus solidement ancrée que la brocante de l'Institut des femmes ou même que le spectacle de Noël. Et cette année avait été promise comme particulièrement mémorable par Madame Ada Forsyth, présidente du comité de la fête. Les stands avaient été installés le long de la pelouse du presbytère, gâteaux à une extrémité, travaux d'aiguille à l'autre, et entre eux, une offre respectable de livres, de plantes et de bibelots. Les notables du coin déambulaient parmi eux, l'air d'une légère condescendance ou d'un œil perçant à la recherche de bonnes affaires, selon leur tempérament. L'épouse du pasteur s'activait, les jeunes hommes et femmes riaient trop fort, et les dames plus âgées examinaient les gâteaux éponges avec un œil expert, à la recherche de signes d'une piètre éducation. Bref, tout était en ordre. Miss Jane Marple, cependant, voyait les choses sous un angle légèrement différent. Assise sous un sittiz, une tasse de thé posée sur la coudoir de son fauteuil, elle observait la scène avec sa douceur habituelle, ses yeux bleus observateurs. Elle était ravie de constater que le gâteau de la jeune Molly Cartwright était toujours aussi léger, même si la jeune fille elle-même paraissait pâle, bien différente de l'enfant aux joues roses dont Miss Marple se souvenait des années auparavant. Me Henry Copley, l'avocat à la retraite, semblait inhabituellement irritable, repoussant les tentatives de conversation par des remarques acerbes. Et au stand de gâteaux, l'attitude triomphante de Madame Forsyth donnait à une ou deux jeunes femmes un air de mutinerie. Tout cela ressemblait beaucoup à n'importe quelle autre année, et pourtant, comme Miss Marple le remarquait en remuant son thé avec une délicate précision, de légers courants sous-jacents subsistaient si l'on voulait bien les remarquer. Dans la vie villageoise, il fallait toujours regarder sous la surface. La surface, pensait-elle, était presque toujours étonnamment lisse. Le seul nuage qui obscurcissait la fête était l'affaire de Rosewood Cottage. Autrefois la plus jolie des demeures, recouverte de lierre et située au bout de Willowbrook Lane, elle était restée vide ces 6 derniers mois. Son précédent locataire, le vieux capitaine Somerton, était décédé l'hiver dernier, et depuis, personne ne semblait disposé à l'occuper. Sa présence était devenue un sujet de commérage, comme c'est souvent le cas dans un village. Pourquoi est-elle encore vide? Le loyer n'est sûrement pas si cher. Certains disent que l'atmosphère était morose, avec la forêt si proche. Et maintenant, pour des raisons obscures, le comité de la fête avait choisi d'utiliser son jardin pour accueillir des expositions, une innovation qui n'était pas entièrement approuvée par tous. La chaise vide, comme quelqu'un l'avait appelée en plaisantant, se dressait sous le pommier de ce jardin, une simple chaise en bois, placée là pour suggérer l'hospitalité. Mais pour beaucoup de villageois, elle paraissait étrangement significative, comme si une présence invitée ne venait pas. Miss Marple, observant le cortège des villageois jeter un coup d'œil curieux dans sa direction, ressentit une vague d'inquiétude. C'est au milieu de ces banalités si agréables que l'incident se produisit. La tombola venait d'être annoncée, et le ton autoritaire de Madame Forsyth résonnait sur la pelouse, lorsqu'un cri soudain retentit. Les têtes se tournèrent, les tasses de thé furent servies à la hâte. On entendit la voix inimitable d'une femme s'élever, alarmée. Le cri provenait de Rosewood Cottage. Plusieurs personnes accoururent en même temps. Le jeune curé, M. Brandon, en tête. Miss Marple se leva plus lentement, son tricot tombé dans son sac à main, le regard calme mais attentif. Ce qu'ils découvrirent fut assez surprenant. Assis, ou plutôt affalé sur la chaise si curieusement placée sous le pommier, se tenait un homme. Sa tête penchait sur le côté, son teint était d'une teinte peu naturelle, et une tache sombre qui s'étalait sur son gilet trahissait son existence avec une clarté irréfutable. Un instant, un silence régna, seulement interrompu par la brusque inspiration de Madame Forsyth. Puis le jardin explosa de cris et d'exclamations. « Mon Dieu, c'est Monsieur Richard Harvey !»
s'exclama quelqu'un. « On lui a tiré dessus. Il a été touché » cria un autre. Et en effet, il n'y avait pas à s'y tromper. La fête du village, si riche en gâteaux, en travaux d'aiguille et en conversations polies, était soudain devenue le théâtre d'un meurtre. Miss Marple, un peu à l'écart, les mains soigneusement jointes devant elle, observait avec une intensité silencieuse. Ce n'était ni l'hystérie, ni les spéculations, ni les fanfaronnades des villageois effrayés qui l'intéressaient maintenant. C'étaient les détails. La façon dont la jeune Molly Cartwright reculait, le visage plus pâle que jamais. L'étrange lueur de soulagement, oui, de soulagement, qui traversa les traits d'Henry Copley avant qu'il ne se ressaisisse, le tic nerveux des doigts de Madame Forsyth, tandis qu'elle serrait son sac à main contre sa poitrine. « Mon Dieu !» murmura Miss Marple à voix basse, presque pour elle-même. « C'est vraiment dommage, et vraiment intéressant. » La fête était terminée. Le calme de la vie villageoise avait été bouleversé, et personne ne pouvait encore deviner l'ampleur des conséquences de la chaise vide de Rosewood Cottage. Chapitre 2. Chuchotements au-dessus des tasses de thé. Le lendemain matin, la petite rue principale de Rose Hill avait perdu son indolence estivale. Ses vitrines, qui la veille avaient exposé pots de charlatanerie et boîtes de thé Kimon de qualité avec une simplicité désuète et placide, semblaient et maintenant penchées vers la chaussée, comme pour écouter. La postière, Madame Finch, habituellement lente avec les timbres et méticuleuse avec les mandats postaux, s'efforçait ce matin-là d'être à la fois vive et lente. Vive avec les clients qui n'avaient rien à dire et lente avec ceux qui en avaient. Les conversations s'étendaient comme des cordes à linge sur le seuil, chargées de déclarations, de doutes et de suppositions soigneusement pliées. Il ne s'est pas écoulé 5 minutes entre la tombola et le cri, assura Madame Finch à Madame Dempster, qui n'avait absolument pas besoin de timbre, mais était arrivée avec une lettre à l'adresse si vague. Tante Nelly, Londres, qu'aucune puissance au monde n'aurait pu la faire suivre. Et j'ai vu M. Harvey moi-même au kiosque à livres avec les guides de voyage. L'étranger, ajouta-t-elle avec désapprobation. Pas naturel. Madame Dempster secoua la tête d'un air triste. Un coup de feu, paraît-il. Le docteur Lonsdale n'a rien dit du tout, rétorqua Madame Finch du ton de quelqu'un qui possède des informations mais refuse de les divulguer. Et ce qu'il ne dit pas vaut mieux que les bavardages des autres. Dehors, 2 jardiniers s'appuyaient sur leurs râteaux et se disputaient pour savoir s'il était possible de tirer au pistolet sans laisser personne indifférent, tandis que la boulangère faisait du porte-à-porte avec des pains croustillants et le visage illuminé par la gravité de la tragédie. Même les corbeaux dans les ormes, au-delà de la verdure, croassaient comme s'ils avaient des opinions. Rosewood Cottage, avec son toit bas et son pommier penché sur l'allée pavée, était devenu du jour au lendemain un lieu à regarder de travers. Les passants, empruntant le chemin le plus long vers Willowbrook Lane, parvenaient néanmoins à passer en vue du portail. Un cordon de police, disparate au milieu des rosiers tardifs, longeait la haie. Il eut pour effet, comme toujours avec les obstructions officielles, d'accroître le nombre de ceux qui souhaitaient se rendre là où cela leur était interdit. Miss Marple, qui n'avait pas mal dormi, mais avait dormi légèrement, se leva tôt, arrosa soigneusement ses géraniums, et sortit du four un petit gâteau aux graines, dont l'arôme était chaud et réconfortant. Elle songea, en saupoudrant le dessus d'un peu de sucre, qu'un meurtre dans un village produisit des symptômes inévitables, comme la grippe, pensa-t-elle, ou un scandale dans la chorale. Ces symptômes étaient la dénonciation, avec une prudence prudente, la peur, fermement niée, et cette excitation presque enfantine que ressentent certaines personnes très respectables lorsque le tissu ordinaire de leur journée se déchire et qu'un aspect plus sombre transparaît. Elle partit peu avant 10 heures avec un petit paquet pour Madame Price Ridley, qui encaissait de graves affronts comme d'autres femmes encaissaient des courges, et chemin faisant, elle parvint à être attirée, comme le courant attire les pétales flottants, vers le bureau de poste. Il ne fallait pas, bien sûr, paraître indiscrète. Miss Marple se montrait rarement autre chose qu'utile. « Oh, mademoiselle Marple !» s'écria Madame Finch avec une ardeur à la fois sincère et calculatrice. «
Vous saurez comment envoyer un colis à mon neveu à Portsmouth, n'est-ce pas? On dit que les frais sont exorbitants. » Ils en dirent bien d'autres, et Madame Finch l'aurait dit. Mais mademoiselle Marple, après avoir prodigué des conseils froids sur du papier kraft, accepta quelques déclarations nécessaires comme par inadvertance. Oui, la police était là depuis la moitié de la nuit. Non, rien n'avait été volé, car les effets du capitaine Somerton avaient disparu depuis 6 mois, et M. Harvey n'avait sur lui que sa montre, son portefeuille, et une petite chemise remplie de notes, que Madame Finch comprit, bien qu'elle n'ait pas précisé comment elle avait pu le comprendre, d'une propreté impeccable, façon de notaire. Et l'arme? Ah, là Madame Finch prit une tournure résolument ecclésiastique dans sa réticence. « Il ne faut pas s'attendre à ce que les autorités nous disent tout, » dit-elle, pleine du plaisir d'avoir quelque chose à cacher. « Seulement ceci, un pistolet, non retrouvé près du corps. » Miss Marple inclina la tête. « Mon Dieu, c'est souvent le cas. Les pistolets, comme les consciences coupables, sont souvent dans des situations improbables. » « Et Monsieur Harvey, » poursuivit Madame Finch, racontant l'histoire après l'avoir commencée, « s'était disputé avec quelqu'un, hier matin, avant la fête, dans le chemin près du cimetière. Nelly Dawkins a entendu des voix et Monsieur Harvey dire « Je ne me laisserai pas décourager, je réglerai ça aujourd'hui. » Nelly n'a pas d'imagination, alors on peut compter sur elle. Nelly a la chance d'avoir une oreille attentive, approuva doucement Miss Marple. Elle acheta 2 timbres d'un penny dont elle ne voulait plus et ressortit dans la lumière du matin, pourtant trompeuse. Un enfant faisait rouler un cerceau sur le trottoir. Arrivé au cordon de Rosewood, il le regarda avec un respect mélancolique et fit rouler son cerceau dans le sens inverse. À 10h30, une automobile, sérieuse et sans ostentation, s'arrêta devant le cottage. De là descendit l'inspecteur Arthur Lennox, un homme grand et mince, aux bottes soignées et à l'air d'impatience contenue. Il avait l'air de quelqu'un qui respecte les faits et déteste les cœurs désordonnés qui les dissimulent. Il était accompagné du sergent Vail, plus jeune, voûté et doté de cette gravité minutieuse qui, à la campagne, passe parfois pour de la discrétion. « Gardez-les à distance, Vail, » dit l'inspecteur Lennox sans colère. Et le sergent se tourna vers le petit groupe d'espoir. Des jardiniers, une fermière, 2 garçons, Madame Finch avec un chapeau qui faisait semblant de ne pas être dimanche, et les chassa doucement mais efficacement du portail. Miss Marple ne s'avança pas. Elle observa à distance discrète l'inspection minutieuse de l'inspecteur sur le chemin pavé et le seuil. Elle remarqua les raflures sur la peinture verte de la porte, là où une clé avait peut-être été maladroite ou une main mal assurée, et elle remarqua aussi une chose qui ne semblait intéresser personne d'autre qu'elle-même. Les feuilles de pommier sous la chaise étaient plus finement couvertes de rosée que celles au-delà, comme si quelque chose ou quelqu'un les avait écartées peu de temps avant la découverte du corps. À 11h, ceux qui avaient eu rendez-vous les respectèrent avec un zèle inhabituel en temps ordinaire. Le docteur Lonsdale, convoqué officiellement, arriva avec son sac noir et un visage grave. Personne ne le vit hormis la police, et pourtant tout le monde le vit. Un mystère d'optique villageoise. Il partit une demi-heure plus tard, et le sergent Vail, à sa suite, se rendit directement au presbytère. À midi, la paroisse s'était recomposée en îlot de commérage. Dans le salon de thé, à l'écart du jardin, 3 tables, un léger parfum de poussière et le spectre du charbon de l'hiver dernier, Madame Ada Forsyth présidait une théière de thé indien fort et une assiette de brioche au raisin, avec la présence rigide d'une femme injustement privée de sa journée. À ses côtés était assis Henry Copley, l'avocat à la retraite, aux joues marbrées et à la moustache hérissée comme un hérisson offensé, et la jeune Molly Cartwright, encore pâle, les mains agitées sur ses genoux. La mère de Molly tenait le stand de plantes et aurait bien voulu avoir la jeune fille avec elle, mais Madame Forsyth avait emporté Molly avec une phrase sur l'apparence et la bienséance, comme si le chagrin et l'horreur pouvaient être corrigés en s'asseyant à la bonne table. « Je dirai clairement ce que d'autres murmurent,
annonça madame Forsyth en versant le thé avec tension. Monsieur Harvey était un homme qui se faisait des ennemis, malgré ses manières agréables. Il avait une façon particulière de poser des questions, très déplacées à mon avis. « Les questions ne sont pas un crime, » dit sèchement M. Copley, « même si vous et moi détestons qu'on nous les pose. »« C'est sûr, » poursuivit madame Forsyth en l'ignorant. « Il y a eu une sale histoire d'argent, c'est toujours le cas. Regardez le capitaine Somerton. Il jouait, je ne m'en étonnerais pas, même s'il gardait une apparence convenable. Et maintenant, sa chaumière attire le mal comme un aimant. C'était une erreur d'utiliser ce jardin. Je l'ai dit au comité. » Molly, qui n'avait pas parlé, leva les yeux puis les baissa brusquement, comme si la phrase de madame Forsyth avait touché un point sensible. Miss Marple, entrant avec son petit sac de farine en guise de prétexte, vit le mouvement brusque et l'expression de douleur non dissimulée. Elle étudia Molly comme elle aurait pu observer une fleur dont elle avait connu le nom et ne se souvenait plus. « Mademoiselle Marple !» Le sourire de madame Forsyth se figea et s'illumina, comme une lampe un peu trop haute. « Asseyez-vous et prenez du thé. Il faut se maintenir en forme, même au milieu de... » Elle baissa la voix. Ces événements choquants. »« Vous êtes très aimable, » dit Miss Marple en s'asseyant. « Visiblement, les événements nous ont tous perturbés. Monsieur Copley, comment va votre goutte ?» Cette question simple eut un effet. La moustache de monsieur Copley cessa de se hérisser et s'affaissa légèrement sur les bords. « Gênant, » admit-il. « Mais un nouveau liniment pourrait faire l'affaire. Le pharmacien n'en jure que par ça. »« Les chimistes !» dit madame Forsyth avec la sévérité qu'elle réservait à ceux qui n'étaient non pas son médecin traitant. « Jure trop. » Molly, retrouvant sa voix, dit « Oh, Miss Marple, je ne peux pas m'empêcher de le voir, dans ce fauteuil, comme une pièce de théâtre sans fin. »« Ça finira, » dit doucement Miss Marple. « Tout finit par finir, même les pièces auxquelles on n'aurait pas voulu assister. Laissez la police faire son travail. » a ajouté M. Copley d'un ton qui semblait s'adresser à lui-même. « Ce n'est pas l'affaire du village de Fermenté. » Madame Forsyth haussa les sourcils. « L'esprit civique existe, M. Copley. »« Il existe aussi une chose, » rétorqua l'avocat, « qui consiste à s'immiscer dangereusement dans les affaires de ses supérieurs. La loi, je veux dire. » La situation était sur le point de dégénérer en querelle. Et Miss Marple, qui n'aimait pas les querelles parce qu'elles mûrissaient trop vite en indiscrétion, demanda à Molly avec sa douceur si le stand de plantes avait prospéré. « On a vendu les delphiniums plus tôt, » dit Molly presque malgré elle. « Madame Harvey a acheté les blancs. » Elle hésita, le rouge lui montant aux joues. « Je parle de Madame Harvey de Marlécombe, bien sûr. Aucun lien de parenté. »« Bien sûr. » murmura Miss Marple, tout en notant le nom et la confusion. Les delphiniums blancs se plaisent très bien dans un coin abrité. Ils préfèrent ne pas être dévisagés, je me dis parfois. À ce moment, l'inspecteur Lennox entra, ôtant son chapeau. Son regard était vif et impersonnel. Il s'inclina légèrement devant les dames, adressa un mot à M. Copley, qui avait autrefois donné son avis à la cour du comté, puis, avec une agréable « neutralité », s'adressa à toutes. « Je suis vraiment désolé de vous déranger. Je dois vous poser quelques questions tant que mes souvenirs sont encore frais. Je serai aussi bref que possible. » Il s'assit, posa un petit carnet sur la table et se tourna vers Molly. « Mademoiselle Cartwright, vous avez servi au stand des plantes ?»« Oui, » murmura Molly. « Avez-vous vu M. Harvey à un moment ou un autre pendant la fête ?» Les mains de Molly tordaient le coin de sa serviette. « Il est passé au stand, juste un instant. Il a demandé si quelqu'un était venu à Rosewood Cottage avant. Pour mettre les choses au clair, je suppose. »« Tu lui as dit quelque chose ?» La gorge de Molly se serra. « Seulement que Madame Forsyth avait la clé. » L'inspecteur Lennox inclina la tête, sans condamner ni approuver. « Et vous, Madame Forsyth ?»« J'étais responsable de la clé, » répondit Madame Forsyth avec une vertu inébranlable. « Elle était dans mon sac jusqu'à ce que je la donne au curé pour ouvrir le portail de derrière. Nous en avions convenu ainsi, pour éviter de piétiner l'herbe du chemin de devant. »« Le curé vous l'a rendue ?»« Immédiatement. Je l'ai gardée après ça, dans mon sac. »« Jusqu'à quand, madame ?» Madame Forsyth hésita un instant,
et l'esprit de mademoiselle Marple, tel une vieille patte de chat, tendit une griffe hésitante. Madame Forsyth n'aimait pas admettre que quoi que ce soit lui échappait. « Jusqu'après la découverte, dit-elle enfin, quand j'ai cherché mon mouchoir. Puis j'ai revu la clé. Elle était là. Tout à fait. » L'inspecteur Lennox se tourna vers M. Copley. « Monsieur, je l'ai vu, » dit M. Copley, soutenant le regard de l'inspecteur. « Harvey, je veux dire. C'était un homme serviable, méthodique. Il m'a posé une question futile sur les titres de propriété de Rosewood Cottage. Une question futile, ajouta-t-il avec insistance, car rien ne risquait de se retourner contre lui. Le cottage appartient au Wayland, qui le louait meublé. Le locataire avait les droits habituels. C'est tout. Pourtant il l'a demandé, a remarqué l'inspecteur Lennox. Oui, répondit sèchement M. Copley. Il avait une façon particulière de s'inquiéter. A-t-il dit pourquoi ces actes l'intéressaient? Il ne l'a pas fait. J'ai eu l'impression, rien de plus, qu'il clarifiait une idée qui lui trottait dans la tête. L'inspecteur les remercia, ferma son carnet et se leva. Nous recueillerons les témoignages d'autres personnes, bien sûr. Pour l'instant, je dirai simplement ceci. Si quelqu'un se souvient de quoi que ce soit, même insignifiant, qu'il me le fasse savoir immédiatement. Il avait atteint la porte lorsque Miss Marple prit la parole, presque sur un ton d'excuse. « Inspecteur, vous allez me trouver ridicule. J'ose dire que c'est le cas, mais je me demande si quelqu'un a... » « Remarqué l'odeur des pommes ?» Lennox se retourna. « Des pommes, madame ?»« Dans le jardin, » dit Miss Marple, « quand nous avons trouvé le pauvre monsieur Harvey dans le fauteuil. Bien sûr, il y avait des pommes au-dessus de nous. Ce serait naturel. Pourtant, elles semblaient très fraîches, comme si on avait été blessé récemment. « As-tu vu une pomme tomber ?»« Non, » dit Miss Marple. « C'est ce qui m'a frappé, seulement l'odeur. » L'inspecteur Lennox la regarda avec le respect qu'il réservait aux vieilles dames qui observaient trop et parlaient trop peu. « Merci, » dit-il gravement, et il sortit. Le salon de thé reprit son bourdonnement, comme si une mouche avait été brièvement chassée du sucrier. Madame Forsyth exhala un soupir qui trahissait le soulagement d'avoir si bien agi. M. Copley regarda le fond de son thé comme s'il pouvait lui expliquer pourquoi le monde était devenu désordonné du jour au lendemain. Molly, sans excuse, se leva. « Je dois retourner auprès de maman, » murmura-t-elle. « Elle est complètement bouleversée. » Miss Marple se leva également et par un heureux hasard, le hasard a son habitude dans les villages, leurs chemins se croisèrent sur le seuil. Dehors, la brise souleva du trottoir un fragment de la liste de tombola de la veille et le déposa aux pieds de Miss Marple. Elle se pencha et, ce faisant, vit que les yeux de Molly étaient remplis de larmes. « Ma chère, » dit-elle doucement, « ne vous affligez pas plus que vous ne le pouvez. Le choc est une chose étrange. Il nous fait croire que nous sommes responsables d'événements que nous n'aurions pas pu imaginer. » Molly laissa échapper un petit hoquet. « Oh, je ne... Enfin, je ne... C'est juste... » Elle se mordit la lèvre. « Monsieur Harvey m'a parlé hier matin, dans le chemin près du cimetière. Je n'ai rien dit à l'inspecteur. Je ne sais pas pourquoi. J'avais l'impression que c'était un secret. Et puis... » Elle regarda Miss Marple avec une sorte de confiance effrayée. « Il m'a interrogé sur le capitaine Somerton. »« Capitaine Somerton ?» répéta Miss Marple comme si ce nom n'était qu'un vague souvenir. Il se demandait si le capitaine avait des ennemis, s'il y avait du bruit au chalet, des lumières. Il disait avoir des raisons de penser. Elle déglutit. Il disait que quelque chose y avait été caché autrefois, il y a longtemps, et que quelqu'un voulait le récupérer. Sa voix baissa. Il a dit que je ne devais pas avoir peur si je voyais la porte du chalet ouverte la nuit. La main de Miss Marple, qui tenait le bout de papier, ne tremblait pas, mais elle sentit ce vieux serment familier dans sa poitrine, ce mélange de compassion et de certitude qui lui disait que la nature humaine lui avait encore joué un tour, celui qui fait mal. « Et avez-vous vu quelqu'un » Molly secoua la tête. « Non, seulement, j'ai cru entendre quelqu'un à notre portail arrière la semaine dernière. C'était peut-être le vent. » « On prend souvent le vent pour des pas, » dit gentiment Miss Marple.
Elle mit la liste de tombola de côté. « Vous avez bien fait de me parler, ma chère, mais vous devriez aussi en parler à l'inspecteur Lennox. » Le visage de Molly devint blanc, puis rose. « Tu crois ? Il pensera. Il me demandera pourquoi j'ai attendu. Il sera reconnaissant d'avoir un fait là où auparavant il n'avait que des soupçons, » dit Miss Marple. « Si la vérité est gênante, elle n'en est pas moins vraie. » Ils se séparèrent, Molly inclinant le menton avec détermination, et Miss Marple marchant lentement vers le pré. Au coin, elle s'arrêta. Le curé, M. Brandon, sortit du presbytère à grands pas, avec une énergie morale qui lui fit dresser les cheveux sur la tête. Il parut confus à la vue de Miss Marple, comme le font parfois les jeunes hommes en présence de femmes très âgées qui les voient sans effort. « Mademoiselle Marple, je venais justement vous voir. L'inspecteur Lennox a demandé si vous accepteriez de venir à Rosewood Cottage. Il y a un petit détail, sans importance, mais il a dit que vous aviez parlé de pommes. »« Vraiment ?» sourit Miss Marple. « Quelle satisfaction ! Oui, monsieur Brandon, je crois que je peux faire quelques pas de plus. » Ils marchèrent ensemble. « Je me sens responsable, » s'exclama le jeune homme. « C'est moi qui ai pris la clé, vous savez, pour ouvrir le portail de derrière. Madame Forsyth aurait voulu que les compositions florales soient placées près du pommier. Elle est toujours très tranchée quand il s'agit des décisions des autres. »« Vous avez rendu la clé à Madame Forsyth immédiatement ?» demanda mademoiselle Marple alors qu'elles atteignaient le portail. « Oh oui, tout de suite. Je suis très peu douée pour la sécurité. Il m'arrive de perdre mes clés dans mes poches. Je suis plus doué avec les âmes qu'avec les objets, » ajouta-t-il avec regret. « Beaucoup d'entre nous le sont, » a déclaré Miss Marple. Dans le jardin du cottage, l'inspecteur attendait, les mains derrière le dos. Il conduisit Miss Marple non pas à la chaise, mais à la petite cuisine donnant sur le couloir de service, où une fenêtre donnait sur l'étroite bande de dalles au-delà de la marche. Sur la table récurée se trouvait un plateau. Sur le plateau, 3 objets, une pomme abîmée, un bout de fil pâle et un bouton de corne sombre, éraflé et démodé. « Le sergent Vail a trouvé ça sous la haie, » dit l'inspecteur Lennox. « Le bouton vient d'un manteau qu'on voit rarement de nos jours. Le fil a peut-être été accroché. La pomme, eh bien, vous avez suggéré des pommes. » Miss Marple se pencha vers eux. « Mon Dieu !» dit-elle d'une voix si douce que seul un auditeur attentif aurait perçu la légère note de certitude qui se cachait sous ses lèvres. « La pomme est particulièrement abîmée, inspecteur, comme si on l'avait serrée d'une main maladroite et crispée pour ne pas la manger. Tu crois que c'était utilisé comme, quoi, un silence ou un exercice de lancer? Plus peut-être comme un petit leurre, dit Miss Marple. Il y a des enfants qui ne viennent pas quand on les appelle, mais qui viennent pour la promesse d'une douceur. Les hommes aussi, ajouta-t-elle. Il ne faut jamais l'oublier. La bouche de l'inspecteur se contracta. Et le bouton? D'un manteau porté par mauvais temps et conservé au beau jour, dit Miss Marple. Un homme qui garde ses affaires ou qui n'a pas les moyens d'en acheter du neuf. Le fil, un coton de femme, pâle, d'une robe d'été. Ou de l'intérieur d'un sac, suggéra Lennox le regard franc. Peut-être celui de Madame Forsyth. Miss Marple ne répondit pas. Elle regarda par-delà la table vers la fenêtre de l'office. Un cordon de soie d'araignée formait un pont-levis dans l'angle. Il tremblait faiblement dans l'air depuis la porte. Dehors, sur le dallage, la trace d'une empreinte sombre avait survécu à la nuit, tel un souvenir impérissable. Elle était petite, avec un talon étroit. « Inspecteur, dit-elle, puis-je encore faire une bêtise? Pour s'asseoir discrètement sous le pommier, on pourrait passer par la haie arrière. Elle est épaisse et offre un abri. Mais tirer là-bas, ce serait maladroit. On préférerait avoir sa victime assise, silencieuse, et les mains propres à la fin. »« Propres ?» dit Lennox. « Sans armes, » répondit Miss Marple. « Si, par exemple, on s'arrangeait pour que le pistolet soit ailleurs après son action. » Lennox la regarda avec une méfiance professionnelle. « Tu as quelqu'un en tête ? » ?»« Non, » répondit simplement Miss Marple. « Seulement des types de personnes. On les rencontre sans cesse sous des chapeaux différents. » Il hocha la tête, acceptant cette curieuse réalité de la vie villageoise. « Il y aura une enquête demain après-midi, dit-il.
D'ici là, je suis sûr que nous entendrons beaucoup de choses sans intérêt, et une ou deux choses importantes. Les gens, observa Miss Marple, aiment se confier à l'autorité. Lorsqu'ils sont coupables, ils préfèrent s'en confier à un ami. Il lui fit une courte révérence respectueuse et se détourna. Miss Marple resta un instant à contempler la pomme sur le plateau, le fil et le bouton, et songea à de petites choses domestiques. Un manteau toujours remis sur sa patère, un sac serré dans une main anxieuse, une pomme offerte à un enfant jadis. Le village respirait derrière elle, des marmites en ébullition, un loquet levé, une roue de charrette sur le gravier. La vie, comme toujours, persistait. Elle continuerait quand l'enquête aurait eu lieu et que la mauvaise personne, très probablement, aurait été arrêtée. Elle continuerait quand, plus tard, une vérité discrète surgirait. Comme un oiseau timide d'une haie, Miss Marple s'avança dans la lumière du soleil. Quelque part, l'horloge d'une église sonna l'heure. L'air sentait vaguement la rose et quelque chose d'autre, une trace de fumée de cigare, peut-être, venue de la verdure. Elle pensa à M. Richard Harvey parmi les guides touristiques et à son habitude de poser des questions. Il en avait, semblait-il, posé une de trop. « Mon Dieu !» dit Miss Marple à personne en particulier, « comme les gens sont curieux, et comme ils se ressemblent. » Elle rentra chez elle, très lentement, pour mettre la bouilloire en marche. Chapitre 3. Le mauvais suspect. L'enquête eut lieu le lendemain après-midi dans la salle paroissiale, lieu habituellement réservé aux brocantes et aux conférences occasionnelles sur les dangers de l'alcool. Son estrade, habituellement occupée par des tables à tréteaux chargées de tricots ou de romans d'occasion, accueillait désormais le coroner, son greffier, et un agent de police en uniforme. Les villageois, toujours aussi curieux et aux manières impeccables, occupaient les chaises en bois, s'éventant doucement avec des partitions de cantiques et des programmes récupérés dans le placard de la sacristie. Miss Marple, assise à 2 rangs du premier rang, s'occupait à remarquer les petits détails. La façon dont le chapeau de Mrs. Price Ridley tremblait d'indignation chaque fois que quelqu'un toussait. La façon dont le jeune M. Brandon, le curé, joignait les mains si fort que ses jointures blanchissaient. La façon dont la mère de Molly Cartwright serrait le poignet de sa fille, comme s'il allait lui échapper. Les débats se déroulèrent avec le mélange habituel de solennité et de banalité. Le docteur Lonsdale témoigna sur la cause du décès. Un coup de feu, tiré à bout portant, avait transpercé le cœur. La mort avait dû être instantanée. L'arme n'avait pas été retrouvée. Une légère odeur de cordite flottait sur les vêtements, même si, curieusement, peu de sang était tombé au sol. L'inspecteur Lennox fut ensuite appelé. D'un ton sec et précis, il raconta la découverte du corps lors de la fête, la sécurisation des lieux et la collecte des objets sous la haie. Lorsqu'on lui demanda s'il y avait des indices de vol, il répondit « Aucun ». La montre et le portefeuille du défunt étaient intacts. « Y avait-il alors un mobile ?» a demandé le coroner. « Il y a des indices », a déclaré l'inspecteur Lennox, que M. Harvey enquêtait sur certaines irrégularités liées à Rosewood Cottage. Il s'était renseigné sur son occupation et son historique. Un bruissement résonna dans le couloir. Miss Marple surprit les lèvres de Madame Forsyth se crisper, comme si elle avait mordu dans un citron. Le coroner hocha gravement la tête. « Vous avez une personne d'intérêt, inspecteur ?» L'inspecteur Lennox inclina la tête. « Oui, monsieur. Nous avons arrêté monsieur Henry. Copley. » L'exclamation qui s'éleva de la pièce ressemblait au cri soudain des tourneaux réveillés dans un champ. Miss Marple vit Molly sursauter violemment, tandis que sa mère lui murmurait frénétiquement à l'oreille. Madame Forsyth haleta bruyamment, pressant sa main contre son sac à main comme si le choc avait été physique. Henry Copley lui-même, assis avec raideur, se leva à la convocation, l'air indigné plutôt que craintif. Sa moustache se hérissa. Ses yeux, habituellement doux avec l'âge, brillaient maintenant d'indignation. « C'est monstrueux », déclara-t-il. « J'ai témoigné librement. M'arrêter sur une base aussi fragile. »« Veuillez répondre aux questions qui vous sont posées », interrompit doucement le coroner.
Il semble que M. Copley ait bien été la dernière personne aperçue parlant à Richard Harvey. Plusieurs témoins, dont Nellie Dawkins, qui a affirmé n'avoir aucune imagination, ont témoigné avoir entendu des voix s'élever près du cimetière le matin de la fête. On avait entendu M. Copley déclarer quelque chose à propos de sujets inquiétants et de l'intérêt de ne pas laisser l'affaire en suspens. L'avocat rougit de colère. « J'admets une divergence d'opinion. Mais bon sang, qui ne s'est jamais disputé. Je n'avais aucune raison, absolument aucune, de souhaiter la mort d'Harvey. » L'inspecteur Lennox sortit la dernière pièce, accablante. Le bouton retrouvé sous la haie. Il correspondait à un bouton manquant sur le par-dessus de M. Copley. Le murmure qui parcourut alors les villageois fut moins un choc qu'un soupir d'inévitabilité. Tout s'emboîtait si parfaitement, trop parfaitement, pensa Miss Marple. Une querelle, un bouton manquant, un homme au caractère bien trempé. C'était le genre de solution qui satisfaisait la plupart des gens, car elle leur permettait de cesser de réfléchir. Le coroner, prudent mais non insensible, conclut par ces mots convenus. Décès accidentel, causé par une ou plusieurs personnes inconnues. La police poursuivra son enquête. Mais le message était clair. Le village quitta la salle en murmurant la culpabilité de M. Copley. Sur le green, Mme Finch murmura à Mme Dempster avec délectation. « Il a toujours dit qu'il était un peu trop malin. On ne peut pas garder tous ces papiers et testaments sans que ça ne nous monte à la tête. » Mme Forsyth, quant à elle, était presque triomphante. « L'esprit civique, déclara-t-elle, a été justifié. Cet homme n'était pas digne d'être vu en société. Il dégageait une certaine arrogance. » Molly Cartwright paraissait bouleversée, les yeux écarquillés et déconcertés. Elle se tenait un peu à l'écart, et Miss Marple, se déplaçant lentement comme par accident, vint se poser à côté d'elle. « Ils sont très sûrs d'eux, n'est-ce pas ?» dit doucement Miss Marple. Molly se tourna vers elle, la voix tremblante. « Mais ce ne peut pas être lui, Miss Marple. Monsieur Copley a été gentil avec nous. Il a conseillé mère gratuitement. Il ne voulait pas... Il ne pouvait pas... » « Les gens sont rarement ce qu'ils paraissent, ma chère, » répondit Miss Marple, « mais ils sont aussi rarement assez naïfs pour commettre un meurtre sans raison. Dites-moi, monsieur Harvey s'est-il à nouveau confié à vous après cette matinée au cimetière ?» Molly hésita. « Non, seulement, il m'a regardé une fois, pendant la fête, en passant devant le stand. Comme s'il voulait dire quelque chose, mais n'osait pas. » Miss Marple hocha la tête, oubliant la remarque. Elle regarda M. Copley emmené par le sergent Vail avec toute la dignité dont il était capable. L'indignation de l'homme, son orgueil figé, semblaient bien réels. Mais elle savait que la vérité était rarement servie par les apparences. « Ne t'inquiète pas trop, mon enfant, » dit-elle doucement. « La vérité a tendance à remonter à la surface, comme une plante qu'on ne veut pas enterrer. » Tandis que la foule se dispersait, Miss Marple s'attarda. Elle vit le curé s'entretenir avec ferveur avec l'inspecteur Lennox, Madame Forsyth à portée de voix, et la jeune Molly attirée par sa mère inquiète. Elle resta immobile, les yeux rivés sur le chemin ombragé qui menait à Rosewood Cottage. L'air était lourd de ragots, de certitude, du soulagement que l'on ressent lorsqu'on pense l'affaire close. Mais Miss Marple savait que ce n'était pas le cas. La simplicité de l'affaire la troublait. Les disputes, les boutons et les par-dessus étaient que le propre des drames villageois, et non la véritable texture d'un meurtre. « Trop bien, » murmura-t-elle en repartant vers la maison. « Beaucoup trop bien. » Chapitre 4. Une seconde ombre. 2 matins après l'enquête, Rose Hill se réveilla sous un épais brouillard qui recouvrait les haies et brouillait les contours des chaumières. Miss Marple, regardant par la fenêtre de sa chambre tout en tirant les rideaux, songea qu'un tel temps perturbait toujours les gens. Il étouffait les bruits, perturbait l'orientation et rendait les sentiers familiers étrangement menaçants. Elle se souvint d'une remarque de son jardinier, des années auparavant, selon laquelle le brouillard faisait ressortir toutes les bizarreries qu'on ne voit pas habituellement.
Le temps qu'elle prenne son petit déjeuner et pose soigneusement son plateau, la cloche de l'église sonnait 8 heures. Un coup sec frappa à sa porte d'entrée. Elle l'ouvrit et découvrit Molly Cartwright, pâle comme du lait, les yeux écarquillés par le choc. « Oh, Miss Marple, » murmura Molly, « vous n'êtes pas au courant. Il s'est passé autre chose, une autre chose horrible. » Miss Marple entraîna aussitôt la jeune fille à l'intérieur, l'installa dans le fauteuil près de la fenêtre et lui servit une tasse de thé avec l'aisance d'une longue habitude. Elle ne posa aucune question jusqu'à ce que ses tremblements s'apaisent un peu. « C'est Madame Forsyth, » dit enfin Molly. « Ils l'ont trouvée à Rosewood Cottage. Pas morte, mais évanouie dans le couloir. Elle dit avoir été frappée par derrière. L'inspecteur Lennox est sur place. » Miss Marple haussa légèrement les sourcils. « Frappée, dites-vous ? » ?»« Oui, elle est partie tôt ce matin. Elle a dit à maman hier qu'elle irait elle-même voir le cottage. Il était question de ranger après la fête. Elle a pris la clé, et quand le curé l'a trouvée, elle était allongée sur les dalles. » L'esprit de Miss Marple, déjà en éveil, organisa les fragments selon un schéma suggestif. Madame Forsyth, avec son air autoritaire, n'était guère du genre à laisser faire une enquête officielle. Si elle avait été indiscrète, elle aurait pu trouver plus que prévu. Elle raccompagna Molly vers le cottage, marchant lentement le long du chemin embrumé. Un petit groupe de villageois se tenait déjà au portail, chuchotant avec cette délectation particulière qui accompagne même la tragédie lorsqu'elle est récente. Le sergent Vail les retint, son carnet à la main. À l'intérieur, l'inspecteur Lennox se pencha sur Madame Forsyth, assise dans un fauteuil, un châle écossais sur les épaules, et humant des selles avec un effet théâtral. « C'était une brute, inspecteur, » déclara Madame Forsyth d'un ton de grandeur blessée. « Une brute lâche. J'ai été attaqué par derrière alors que je traversais le passage menant à l'arrière-cuisine. J'ai senti un coup et je ne me souvenais de rien jusqu'à ce que M. Brandon me trouve. » Le curé, anxieux, corrobora ce qu'il put. « Je suis venu vérifier que la clé avait bien été rendue. J'ai trouvé Madame Forsyth par terre, complètement inconsciente. J'ai eu un choc terrible, je vous assure. » Miss Marple remarqua les raflures sur l'ourlet de la jupe de Madame Forsyth, la légère tache de terre humide sur son gant gauche et la façon dont elle serrait son sac à main plus fort que jamais. L'inspecteur Lennox, courtois mais peu impressionné, dit « Vous n'avez rien vu de votre agresseur ? » « Rien du tout. Je venais d'entrer dans le couloir avec l'intention d'examiner un placard. Puis, l'obscurité. »« Votre sac, madame, a-t-il été dérangé ?» La main de Madame Forsyth le tapota d'un air possessif. « J'ai tout de suite regardé. Il ne manquait rien. » Miss Marple, avec sa douceur, s'aventura. « Mon Dieu, quelle chance! Les voleurs commencent généralement par les sacs à main. » Madame Forsyth pinça les lèvres. « Je suppose que ce n'était pas du tout un vol, mais une tentative pour m'effrayer. Et vous pouvez bien vous demander, inspecteur, pourquoi quiconque devrait craindre ce que je pourrais découvrir. » Ces paroles résonnèrent parmi les villageois rassemblés comme des étincelles dans la paille sèche. Il y eut de brusques inspirations, des murmures et un ou deux hochements de tête entendus. Miss Marple songea à la rapidité avec laquelle la suspicion se propageait lorsqu'elle était arrosée d'orgueil. Plus tard, une fois la petite foule dissipée, Miss Marple s'attarda près de la porte de l'arrière-cuisine. Une fine traînée de poussière de farine recouvrait les dalles, comme si quelque chose de poudreux y avait été secoué ou renversé. Elle se pencha délicatement et, avec son mouchoir, souleva un minuscule morceau de papier pas plus grand qu'un ongle. Elle y lut 2 mots à l'encre délavée, titre de propriété. Elle plia le morceau de tissu dans son mouchoir et le glissa dans son réticule. Aux yeux d'un passant, elle semblait simplement raffermir ses gants. Cet après-midi-là, le village bourdonnait comme une ruche frappée d'un coup de bâton. Au salon de thé, certains qualifiaient Madame Forsyth d'héroïne, d'autres murmuraient qu'elle avait monté toute cette affaire pour attirer l'attention. À la poste, Madame Finch jurait que des cambrioleurs étaient passés et reviendraient. Et partout le même refrain. Si M. Copley était enfermé, comment le cottage pouvait-il encore représenter un danger ?
Miss Marple, tricotant tranquillement près de son foyer, laissait le bavardage s'installer dans son esprit. Une dispute, un bouton manquant, un malaise, et maintenant un bout de papier marqué de ces deux mots significatifs. Aux yeux de la plupart, ce n'étaient que des bizarreries sans rapport. Mais pour elle, elles commençaient à se tisser ensemble, comme les premiers contours flous d'un motif sur son tricot. Elle pensa à Richard Harvey, à ses questions et à sa mort dans le fauteuil vide. Elle pensa aussi au sac à main de Madame Forsyth, serré avec une force presque surnaturelle. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en posant ses aiguilles, comme ce doit être gênant quand les secrets persistent à éclater. Chapitre 5. Conversation au coin du feu. Le lendemain matin, la brume s'était dissipée, même si l'air restait lourd d'une sorte d'attente inexprimée. Rose Hill n'était pas un village où l'on supportait le suspense avec sérénité. Les voisins, qui d'ordinaire hochaient la tête avec une indifférence polie, s'arrêtèrent maintenant pour échanger des murmures aux portes des jardins. Le boulanger, M. Lenton, se retrouva incapable de livrer une seule miche de pain sans qu'on lui demande s'il était au courant des dernières nouvelles. Miss Marple, ayant décidé que le meilleur moyen de connaître la vérité des gens était de les laisser parler, organisa sa journée en conséquence. Elle avait toujours soutenu qu'on apprenait plus en écoutant qu'en posant des questions. Le piège résidait dans le fait de laisser croire aux autres qu'ils se livraient simplement à des commérages amicaux. Sa première visite fut au cottage des Cartwright. Madame Cartwright, une femme harcelée, l'air toujours désolée, l'accueillit avec gratitude. Molly était sortie s'occuper des poules, ce qui laissa la vieille femme libre de parler sans être interrompue. « Ça l'a presque brisé, Miss Marple », confia Madame Cartwright en se tordant les mains. « Elle aimait M. Harvey, voyez-vous. Pas de cette façon peut-être, mais comme on aime un homme qui remarque, qui traite une fille comme si ses pensées comptaient. Et maintenant, avec les regards de travers, les chuchotements, et ce pauvre M. Copley traîné de force. Eh bien, elle ne dort plus. » Miss Marple lui exprima sa sympathie par des paroles douces, tandis qu'elle gardait en tête que Molly avait bel et bien apprécié les attentions d'Harvey. « Vous n'avez jamais eu affaire à M. Harvey, Madame Cartwright ? » ?»« Oh, absolument rien. Sauf, eh bien, il a posé une question sur le capitaine Somerton, s'il était du genre à cacher des choses. Mon mari connaissait le capitaine de loin, mais les hommes ne disent pas toujours tout à leurs femmes, n'est-ce pas ? » Miss Marple réfléchissait en silence que certains hommes ne disaient rien du tout à leurs femmes, ce qui les rendait parfois plus bavards en leur absence. Des Cartwright, elle se rendit à la boulangerie. M. Lenton polissait ses vitrines, son tablier saupoudré de farine. Il leva les yeux avec impatience lorsque Miss Marple entra. « Terrible affaire, madame, terrible. Et pourtant... » Il se pencha confidentiellement par-dessus le comptoir. « J'ai vu M. Harvey moins d'une heure avant le début de la fête. Il a acheté un petit pain au raisin. Il avait l'air attentionné, genre. Il a payé le prix exact, comme toujours. Mais voilà. En partant, il a tourné vers Marleycombe, et non vers Rosewood Cottage. Bizarre, me suis-je dit, s'il était censé aider à la fête. C'est vraiment bizarre, acquiesça doucement Miss Marple en acceptant son pain. Il portait quelque chose? Juste une petite enveloppe, blanche, glissée dans sa poche. Miss Marple le remercia et poursuivit son chemin. Une enveloppe blanche, un petit pain au raisin, une expression pensive. Elle se souvint du bout de papier qu'elle avait ramassé dans l'arrière-cuisine, titre de propriété. Est-ce que cela aurait pu venir de cette même enveloppe? L'après-midi, elle fit une visite au presbytère. Madame Brandon, l'épouse du recteur, brodait près du feu, les lèvres pincées en signe de désapprobation. « Un scandale, mademoiselle Marple, rien de moins. Ce pauvre homme a pratiquement assassiné sur le domaine de l'église. Et maintenant, Madame Forsyth se promenait comme une blanchisseuse. Cela jette le discrédit sur la paroisse. » Miss Marple écouta patiemment Madame Brandon énumérer ses griefs. Finalement, lorsque la dame reprit son souffle, elle demanda « Et Monsieur Brandon lui-même? Il a été très actif, je crois. »« Mon mari est toujours actif, » dit Madame Brandon avec fierté. « Mais oui, il est passé par-ci par-là, et partout. Il était au chalet tôt ce matin-là,
avant la fête pour s'occuper des chaises. Il m'a dit qu'il était très contrarié car l'une d'elles avait disparu du décor. Il pensait que le bedeau avait mal compté, mais maintenant... Elle secoua la tête. Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent. Une chaise disparue. Une chaise absente de la rangée qui réapparaîtrait plus tard dans le jardin, sous le pommier. Un détail peut-être, mais les faits avaient le don de se tisser quand on attendait patiemment. À la tombée de la nuit, Miss Marple était assise devant son feu, son tricot sur les genoux. Les souvenirs de sa journée reposaient tranquillement dans son esprit. La confiance de Molly en Harvey et ses questions sur le capitaine Somerton. L'enveloppe que portait Harvey, qui aurait pu contenir des papiers. L'étrange évanouissement de Madame Forsyth et sa protection acharnée de son sac à main. Une chaise manquante, déplacée avant le début de la fête. Elle pensa aussi à M. Copley, fanfaron, indigné, mais au fond un homme honorable. Les preuves contre lui semblaient trop pratiques, trop astucieusement placées. Le bouton, par exemple. Un homme qui se targuait d'être ordonné se promènerait difficilement avec son manteau flottant. Non, quelqu'un avait saisi l'occasion d'exploiter un détail qui passerait inaperçu. Miss Marple se pencha en arrière et ferma les yeux. La nature humaine, songea-t-elle, était comme un chemin de village dans le brouillard, tortueux, étroit, et menant vers des lieux inattendus. Mais le brouillard finissait toujours par se dissiper, et le chemin s'offrait alors à nous. L'horloge de sa cheminée sonna 9 heures. Elle plia son tricot, éteignit la lampe et murmura doucement dans la pièce silencieuse. Pauvre monsieur Copley, ils se sont trompés d'homme. Chapitre 6. Le premier test. Le jour suivant s'annonça radieux, même si un froid s'insinuait à travers les haies, annonçant la fin de l'été. Rose Hill paraissait d'une tranquillité trompeuse. La fumée s'échappait des cheminées, les enfants jouaient dans les espaces verts. Et pourtant, chaque maison, chaque jardin de devant bien entretenu semblait retenir leur souffle à Miss Marple. L'inspecteur Lennox, disait-on, avait passé la matinée à conférer avec ses hommes dans le salon de l'auberge. Madame Finch, du bureau de poste, avait déjà assuré à 3 clients que M. Copley serait certainement inculpé, tandis que Madame Dempster maintenait avec la même fermeté que quelque chose finirait par se savoir. De telles certitudes contradictoires, songea Mademoiselle Marple, étaient généralement de bon augure. Cela signifiait que personne ne savait vraiment. Elle-même, après avoir lavé sa vaisselle et rangé ses géraniums, prit son sac à tricot et se dirigea vers le village. Elle n'avait pas l'air déterminée, mais en réalité, elle avait une mission bien précise en tête. Au salon de thé, elle trouva Madame Forsyth présidant une tasse de thé en présence de 2 dames de la paroisse. L'incident de Rosewood Cottage n'avait pas entamé son autorité. Au contraire, il lui avait conféré un prestige spectaculaire. Elle portait une broche neuve, plutôt voyante, et parlait avec beaucoup de sérieux de son épreuve. Miss Marple se laissa inviter à se joindre à elle. Ses douces questions sur la santé de Madame Forsyth lui permirent de raconter en détail l'évanouissement, le coup et les désagréments qui suivirent. Les autres dames étaient suspendues à leurs lèvres. C'est alors que Madame Forsyth s'arrêta pour siroter son thé que Mademoiselle Marple prit la parole, l'air d'une curiosité des plus subtiles. « J'ai toujours pensé, chère Madame Forsyth, que vous faisiez preuve d'un courage remarquable. Être assise là, dans cette arrière-cuisine, ça doit être terrifiant, rien que d'y penser, surtout quand on sait à quel point le placard est près du plancher. N'importe qui aurait pu y cacher quelque chose. L'effet était subtil, mais aux yeux de Miss Marple, il était indéniable. La main de Madame Forsyth, jusque-là ferme, tremblait légèrement. Une goutte de thé éclaboussa la soucoupe. Elle se reprit vite, riant de son rire vif. « Un placard, Miss Marple ? Mais juste un endroit pour les vieilles brosses et autres. Rien d'intéressant. » Les dames de la paroisse acquiescèrent d'un signe de tête, mais le regard pensif de Miss Marple se posa sur la bouche crispée de Madame Forsyth. Ce n'était pas tant de la peur, pensa-t-elle, que du calcul. Quelqu'un qui craint d'être découvert ne riait pas aussi vite, mais quelqu'un qui avait caché quelque chose. C'était une autre histoire. Plus tard dans l'après-midi,
Mademoiselle Marple fit sa deuxième visite, cette fois au presbytère. Elle trouva M. Brandon dans le bureau, son bureau jonché de recueils de cantiques et d'avis paroissiaux. Il paraissait fatigué. Les rides d'inquiétude se lisaient sur son visage juvénile. « Ma chère Miss Marple !» s'exclama-t-il en se levant avec une impatience gênée. « Pardonnez-moi ce désordre. Ces affaires m'ont complètement dépassé. Les paroissiens attendent à la fois réconfort et explication, et je ne semble avoir ni l'un ni l'autre. » Miss Marple compatit. Autour d'une tasse de thé, elle demanda doucement. « Vous avez ouvert le portail arrière de Rosewood Cottage le jour de la fête, je crois. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ?» Le jeune curé fronça les sourcils. « Seulement, eh bien, je croyais qu'il manquait une chaise parmi celles que nous avions apportées. Je m'en souviens très bien. Je l'ai même dit à Madame Forsyth. Elle a balayé l'affaire d'un revers de main, la jugeant insignifiante. » Miss Marple hocha lentement la tête. « Et vous aviez la clé du portail arrière ?» L'espace d'un instant. Je le lui ai rendu aussitôt. Je déteste être responsable de ce genre de choses. Les clés ont tendance à disparaître dans mes poches. Son ton était triste, mais sincère. Miss Marple l'observait d'un regard bienveillant. Un brave jeune homme, sérieux, et peut-être un peu trop facile à manipuler par des personnalités plus fortes. En quittant le presbytère, elle repensa à sa petite expérience du jour. Une allusion à une armoire avait suscité chez Madame Forsyth plus d'agitation que n'importe quelle question directe. C'était toujours ainsi, tendre un petit piège avec des mots et voir si quelqu'un trébuchait. Elle avait déjà vu la même méthode fonctionner, il y a longtemps, lorsqu'une servante d'un voisin avait été soupçonnée de vol. Rien n'avait été prouvé jusqu'à ce que quelqu'un remarque nonchalamment que la broche manquante était gravée d'initiales. Le déni immédiat de la servante. Il n'y avait aucune initiale. L'avait convaincu plus sûrement que n'importe quelle preuve. Il en était de même pour Madame Forsyth. Son empressement à chasser le placard était plus éloquent que le silence. Ce soir-là, la nouvelle se répandit rapidement dans le village. L'inspecteur Lennox avait ordonné la libération de M. Copley. Le bouton, semblait-il, avait été posé. Son alibi, après un examen plus approfondi, avait tenu. Dans les salons et les cuisines, les villageois exprimaient leur indignation face à la confusion de la police, ou leur triomphe face à leur propre clairvoyance. Mais Miss Marple restait assise tranquillement près de son feu, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement, son esprit s'agitant avec une précision délicate. La vraie question, pensa-t-elle, n'était pas de savoir si M. Copley était coupable, elle n'y avait jamais vraiment cru, mais qui avait voulu le faire paraître tel. La brume s'était dissipée, mais un autre brouillard, plus subtil, subsistait. Quelque part, à l'intérieur marchait celui qui avait placé un mort sur une chaise sous le pommier et qui projetait maintenant des ombres dans Rosewood Cottage. Miss Marple posa son tricot, joignit les mains et esquissa son petit sourire sage. « Il ne reste plus qu'à attendre, » murmura-t-elle. « On dit toujours la vérité, même si souvent on ne veut rien dire du tout. » Chapitre 7. Murmure du passé. Rosewood Cottage se dressait au bout de Willowbrook Lane, ses murs couverts de lierre luisant doucement dans la lumière de fin d'après-midi. Pour la plupart des habitants de Rose Hill, c'était devenu un lieu d'effroi, le théâtre d'un meurtre, peut-être celui de nouvelles violences. Pourtant, pour Miss Marple, ce n'était qu'une maison comme les autres, et les maisons, elle le savait, ont souvent une mémoire plus longue qu'on ne le croit. Elle s'y promena tranquillement un soir, comme à son habitude, sans autre annonce que le cliquetis de son parapluie sur le gravier. L'inspecteur Lennox, déjà sur le chemin, leva son chapeau avec un air de résignation. Miss Marple le soupçonnait. Il commençait à comprendre qu'elle continuerait à apparaître là où on l'attendait le moins. « J'espère, inspecteur, que je ne vous dérange pas, » dit-elle doucement. « Vous êtes rarement importune, Miss Marple, » répondit-il avec courtoisie, « même si vous avez le don d'arriver aux moments les plus inopportuns. »« Peut-être, » dit Miss Marple, « mais la nature humaine est maladroite, ne pensez-vous pas ?» Il sourit malgré lui.
et ils entrèrent ensemble dans la maison. Elle avait été débarrassée des débris de la fête, même si une légère odeur de pommes flottait encore dans l'air. L'inspecteur la conduisit vers l'arrière, où la porte de l'arrière-cuisine donnait sur le jardin. « Val et moi avons mené une enquête, » dit-il. Le capitaine Somerton, l'ancien locataire, semble avoir vécu ici plus tranquillement qu'on ne le pensait. Marin à la retraite, pension modeste. Mais il avait des dettes de jeu, si les rumeurs sont vraies. Nous avons aussi entendu parler de certains papiers qu'il conservait. Des actes, peut-être, ou des titres. Rien d'officiel, mais suffisant pour intéresser un homme comme Harvey. Miss Marple hocha la tête pensivement. « Et si ces papiers étaient cachés ici, inspecteur, alors peut-être que quelqu'un craignait que M. Harvey les ait trouvés. Ou du moins c'était prévu, » acquiesça Lennox. « Nous avons fouillé les lieux minutieusement, mais les cottages comme celui-ci ont plus de recoins qu'un clocher. » Le regard de Miss Marple se posa sur le placard de l'arrière-cuisine dont elle avait parlé. La porte était fermée, le bois noirci par des années de récurage. Avec son air d'excuse habituel, elle dit « Je me demande si on pourrait y jeter un coup d'œil. Les vieux placards cachent souvent bien plus que des brosses. » L'inspecteur obéit. À l'intérieur se trouvaient les seaux attendus, un balai et un peu de poussière. Mais lorsque le sergent Vail frappa au panneau arrière, un son creux répondit. Une planche se détacha sous sa main, révélant une étroite cavité pas plus grande qu'une boîte à chaussures. À l'intérieur se trouvait un paquet de toile cirée pliée, décoloré par le temps. Lennox le déballa lentement. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents, jaunis mais lisibles, un acte hypothécaire, une liasse de correspondance et un livret bancaire au nom du capitaine Somerton. Une lettre en particulier portait les marques de pliage fréquents. Son contenu, lu à voix haute de la voix sèche de l'inspecteur, donna soudain l'impression que la petite arrière-cuisine était encombrée. « Mon cher Somerton, vous comprendrez que si l'affaire de la transaction foncière de Marleycombe devient publique, cela me ruinera, ainsi que d'autres personnes haut placées. Je vous prie donc instamment de rendre les documents immédiatement, et vous serez récompensé comme il se doit. Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous vous mêlez. La signature était maculée, mais les initiales Siege.C étaient assez simples. « Henry Copley », murmura Lennox d'un ton sombre. Miss Marple secoua la tête. « Pas forcément, inspecteur. Henry Copley n'est que l'un des nombreux à porter ces initiales. De plus, la lettre est ancienne. Le capitaine Somerton est absent depuis 6 mois. Qui d'autre aurait pu craindre le retour de tels papiers ?» Lennox fronça les sourcils et plia la lettre. « Qui donc ? Mais je vais vous dire une chose, Miss Marple. Celui qui a frappé Madame Forsyth avait l'intention de les cacher. Elle a eu de la chance que son sac à main l'intéresse plus que l'armoire. » Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Ses pensées revinrent à la confession de Molly Cartwright concernant les questions d'Harvey, à la chaise disparue, au tremblement de Madame Forsyth à l'évocation de choses cachées. Lentement, elle parla. « Il ne faut jamais oublier, inspecteur, que les secrets meurent rarement avec ceux qui les ont créés. Ils survivent, dans les lettres, dans les rumeurs, dans les murs même des maisons. Et tôt ou tard, quelqu'un vient toujours les chercher. » Ils replacèrent soigneusement les documents. Dehors, la lumière du soir déclinait. Les corbeaux chantaient au-dessus de leur tête. L'inspecteur verrouilla la porte du chalet avec un soin méticuleux. Alors qu'il retournait vers le village, Miss Marple s'arrêta à la porte, les yeux fixés pensivement sur la ruelle où la brume se rassemblait à nouveau. « Je me demande, » murmura-t-elle, « si le pauvre M. Harvey n'a pas été attiré ici par la promesse d'une découverte, et s'il s'est assis sur cette chaise pour ne plus se relever. » L'inspecteur Lennox la regarda d'un air sévère, mais elle se contenta d'un petit sourire poli. « Après tout, » ajouta-t-elle, « il est surprenant de voir combien de fois un meurtre commence par quelque chose d'aussi banal qu'un bout de papier. » Chapitre 8. Le poids des murmures. À la fin de la semaine, les murmures s'étaient transformés en quelque chose de plus lourd, comme une brume qu'aucune brise ne pouvait dissiper. Ils entouraient Molly Cartwright partout où elle allait. Chez l'épicier, les voix baissaient dès qu'elle franchissait la porte. À la pompe, sur le green, 2 femmes interrompirent leur bavardage.
pour reprendre dès qu'elle disparut hors de portée de voix. Miss Marple, qui avait vécu trop longtemps dans les villages pour ne pas reconnaître les signes, observait avec une inquiétude silencieuse. Les ragots choisissaient rarement leurs victimes avec impartialité. Ils s'attaquaient à ceux qui semblaient les plus faibles ou les plus à part. Et Molly, pâle et épuisée par l'inquiétude, semblait précisément être une telle cible. Tout commença avec Nellie Dawkins, qui déclara avoir vu Molly parler à Richard Harvey, dans la rue elle-même où la dispute avait éclaté. Madame Dempster ajouta ensuite que Molly avait reçu une lettre. Timbre, étranger, écriture audacieuse, tout à fait inappropriée pour une fille de son âge. Au troisième récit, Molly était secrètement fiancée à Harvey, menacée de dénonciation et rendue presque folle par la jalousie. Miss Marple trouvait tout cela absurde, et pourtant il y avait une part de vérité sous cette broderie. Molly avait admis avoir parlé avec Harvey. Elle avait aussi admis qu'il l'avait interrogé sur le capitaine Somerton. Ceci, combiné à la découverte des papiers de Somerton, donnait à la connexion de la jeune fille une acuité que l'imagination villageoise seule ne pouvait imaginer. Le point culminant eut lieu un dimanche matin. Alors que l'assemblée quittait l'église, Madame Price Ridley dit de sa voix forte et porteuse : « L'inspecteur Lennox hésite peut-être, mais je dis que cette fille en sait plus qu'elle ne le dit. » Ces mots résonnèrent dans l'air du cimetière comme un glas. Molly, qui arrivait juste derrière avec sa mère, rougit, ses mains tremblant si fort qu'elle faillit laisser tomber son livre de prières. C'est alors que Miss Marple agit. Elle prit le bras de Molly, aussi naturellement qu'une vieille tante, et dit avec une douce fermeté : « Ma chère, vous devez venir prendre le thé avec moi cet après-midi. Je voulais vous demander conseil au sujet de mes dahlias. Ils ne poussent pas bien. » Molly la regarda avec des yeux surpris, mais se laissa entraîner. Cet après-midi-là, dans le salon douillet de Miss Marple, l'air sentait le gâteau aux graines et le cirage au citron. Molly était assise dans le fauteuil près de la cheminée, ses gants s'agitant sur ses genoux. « Je n'ai rien fait de mal, Miss Marple, » s'exclama-t-elle. « Je lui ai juste parlé. Il semblait intéressé. Il a parlé de secrets, du cottage. Il a donné l'impression que c'était une histoire, et je suppose que j'avais envie d'écouter. Personne d'autre ne l'écoute. Mais ensuite, il m'a demandé de ne rien dire. » Miss Marple servit calmement le thé. « Et tu as promis ? » ?»« Oui, je comprends maintenant que c'était stupide, mais il a dit que je ne devais pas avoir peur si quelqu'un rôdait dans les parages. Il a dit que des gens voulaient récupérer les papiers. » Sa voix tremblait. « Et si Madame Price Ridley avait raison ? Et s'il pensait que je l'avais aidée, ou pire ? » « Ma chère enfant, » dit Miss Marple en lui tendant une part de gâteau, « la vérité est rarement ce que les gens pensent à voix basse. Ne vous laissez pas effrayer. Mais soyez aussi honnête, envers vous-même et envers l'inspecteur Lennox. Avez-vous vu quelque chose ce jour-là ? Quelque chose qui vous semblait étrange ? » Molly hésita. « Seulement... » Elle se mordit la lèvre. « Il y avait un homme debout près de la haie, près du cottage, juste avant la tombola. Je pensais que c'était un des assistants. Il me tournait le dos. Son manteau sombre était plutôt usé. Quand j'ai regardé à nouveau, il avait disparu. » Le regard de Miss Marple devint pensif. « Un manteau sombre. Avez-vous remarqué sa carrure ou sa démarche ? » ?»« Pas clairement, juste qu'il semblait attendre, comme quelqu'un. » Miss Marple attrapa son tricot, ses aiguilles claquant doucement. « C'est très utile, ma chère. Ceux qui attendent trahissent souvent plus que ceux qui se dépêchent. » Ce soir-là, l'inspecteur Lennox se présenta au cottage de Miss Marple. Il paraissait fatigué, les rides se creusant autour de sa bouche. « Les papiers, dit-il sans préambule, sont un véritable fouillis. La vente du terrain de Marleycombe semble avoir été irrégulière, une escroquerie si vous voulez. Harvey s'y attaquait avec acharnement. Le problème, c'est que plusieurs noms sont évoqués, mais aucun n'est écrit explicitement. Et la lettre, celle signée H.C., pourrait indiquer plusieurs directions. »« Tout à fait, » dit Miss Marple. Elle posa son tricot. Pendant ce temps, la pauvre Molly Cartwright devient l'objet de soupçons. C'est à la fois cruel et dangereux. Lennox grimaça. «
Je sais. Mais elle a caché des informations, Miss Marple, et elle admet qu'Harvey s'est confié à elle. Oui, dit Miss Marple doucement, mais se confier ne fait pas de quelqu'un un meurtrier. Au contraire, cela rend plus vulnérable. Elle se pencha en avant, le regard fixé. Inspecteur, vous devez vous demander, à qui profite la suspicion envers Molly ? Qui gagne à ce que le village soit distrait par des ragots sur une jeune fille, tandis que le véritable coupable vague tranquillement à ses occupations. Lennox la regarda longuement. « Tu penses qu'elle sert de diversion ?»« Je le sais, » répondit Miss Marple, « et je pense que celui qui a placé M. Harvey dans ce fauteuil est assez intelligent pour savoir avec quelle facilité un village peut tourner son regard vers un agneau innocent. » En voyant l'inspecteur sortir dans le crépuscule, Miss Marple resta un instant immobile dans son allée, son châle serré contre elle. L'air sentait vaguement la terre humide et la fumée de bois. Quelque part dans le chemin, un chien aboya. Elle pensa à l'homme au manteau sombre et miteux, à la lettre dans le placard de l'office, à la main tremblante de Madame Forsyth. « Mon Dieu, » murmura-t-elle, « comme les gens sont instructifs, quand on les laisse chuchoter assez longtemps. » Chapitre 9. Un autre choc. C'était lundi matin que la deuxième grande agitation de l'affaire éclata à Rose Hill. Le village, qui commençait à peine à s'habituer à son flot de rumeurs, fut de nouveau plongé dans l'agitation. Le laitier l'avait trouvé le premier, à 6h30, lors de sa tournée vers Willowbrook Lane. Miss Marple, convoquée par Madame Finch dans un état d'agitation extrême, arriva au presbytère juste au moment où l'inspecteur Lennox sortait du jardin, le visage sévère. « C'est M. Brandon, le curé. » chuchota Madame Finch à Mademoiselle Marple, les yeux ronds comme des tasses à thé. « Trouvé dans la sacristie, et complètement inconscient, paraît-il. Une terrible attaque. » En effet, la porte de la sacristie était ouverte, et à l'intérieur, 2 agents de police s'activaient d'un pas vif. M. Brandon gisait sur un divan étroit, le visage pâle, une contusion s'assombrissant à la tempe. Le docteur Lonsdale se pencha sur lui, son sac ouvert. « Pas mort, Dieu merci, » murmura le docteur. « Mais un coup sec, bien placé. Il ne sera plus là avant un jour ou 2. » L'inspecteur Lennox se tourna vers Miss Marple, saluant sa présence d'un léger soupir d'inéluctabilité. « Notre curé a été abattu hier soir. Le coffre-fort de la sacristie a été forcé. Les fonds de la paroisse, pas beaucoup mais suffisants, ont disparu. » Un murmure s'éleva parmi ceux qui s'étaient rassemblés. Vol. Une nouvelle tournure pour l'affaire, et bien différente. Miss Marple regarda le coffre ouvert, puis le jeune homme blessé. « C'est très curieux, » dit-elle doucement. « On dirait que le meurtrier veut nous faire croire qu'il est aussi un vulgaire voleur. » À midi, le village était de nouveau en effervescence. Certains affirmaient que le curé lui-même avait orchestré l'incident pour dissimuler un méfait. D'autres insistaient sur le fait que cela prouvait que le meurtrier de M. Harvey était toujours en liberté. Les plus imaginatifs parlaient de sociétés secrètes, du passé naval de Somerton, d'espions étrangers. Miss Marple, sirotant son thé à la fenêtre, réfléchissait tranquillement. Un vol après un meurtre semblait une addition maladroite, comme si un crime avait été ajouté à un autre pour tromper. Et pourtant, le coup porté à M. Brandon avait été bien réel. Quelqu'un avait bien voulu le réduire au silence, au moins pour un temps. Elle se souvint de ses paroles concernant la chaise disparue, la clé, son faible talent pour ce genre d'objet. S'il en avait vu plus qu'il ne le pensait, alors le coup porté à la sacristie n'était pas un vol, mais un avertissement. Ce soir-là, l'inspecteur Lennox vint à son chalet. Il avait l'air grave, mais déterminé. « Mademoiselle Marple, dit-il, les faits dépassent mes capacités. Je ne peux concilier la propreté de la mort d'Harvey avec ce cambriolage maladroit. Je commence à croire qu'on me mène par le bout du nez. » Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. « C'est souvent le cas, inspecteur. Les meurtriers, comme les magiciens, préfèrent distraire. Mais la distraction, vous savez, n'est efficace que si le public regarde là où on le lui dit. Si l'on garde les yeux fixés sur les mains de l'artiste, » il émit un petit rire vite étouffé.
Alors vous pensez que le curé a été attaqué non pas pour de l'argent, mais pour ce qu'il sait? Pour ce qu'il a vu, dit doucement Miss Marple, même s'il ne s'en rend peut-être pas encore compte lui-même. Ses aiguilles à tricoter claquèrent une fois, puis deux. La prochaine étape, inspecteur, est de voir qui souhaite le plus que le curé se taise, et qui profite le plus du fait que le village croit qu'il s'agit d'un simple cambriolage. Dehors, l'horloge de l'église sonna l'heure. Le carillon résonna dans les ruelles tranquilles de Rose Hill, où les rideaux frémissaient et les lampes brillaient derrière les dentelles. À l'intérieur, les yeux de Miss Marple brillaient d'une certitude vive et douce. Une autre ombre est tombée, inspecteur, dit-elle, mais les ombres, si on les remonte jusqu'au ciel, pointent toujours vers la source de lumière. Chapitre 10. Le piège. L'incident du curé avait de nouveau secoué le village, mais dès le mardi après-midi, Rose Hill retrouvait son rythme agité. L'épouse du recteur s'activait parmi les paroissiens avec une efficacité débordante. Madame Price Ridley répétait ses déclarations d'une voix encore plus forte, et Madame Finch, à la poste, assurait à tous qu'une arrestation en bonne et due forme serait effectuée sous quelques jours. Miss Marple, cependant, passa la matinée dans son jardin, taillant des rosiers avec une précision méticuleuse et réfléchissant profondément. Elle était convaincue depuis longtemps que la seule façon de découvrir la vérité en de telles affaires était de laisser les gens se révéler. Les questions directes ne suscitaient souvent que l'indignation. Une suggestion, même formulée à la légère, pouvait avoir bien plus d'effet. En milieu d'après-midi, son plan était arrêté. Elle noua son chapeau et son châle, et une petite boîte de sablé sous le bras, elle se dirigea vers la villa impeccable de Madame Forsyth, au bout de High Street. Madame Forsyth l'accueillit avec une chaleur flatteuse, bien que son regard fût toujours aussi perçant. Elle installa Miss Marple dans le salon, sous la photo de son défunt mari en habit de mère, et insista pour servir elle-même le thé. « Vous êtes très courageuse, ma chère, » dit Miss Marple une fois les coupes servies. Avoir subi un tel choc à Rosewood Cottage, puis continuer à vaquer à vos occupations comme si de rien n'était. J'admire cela. Madame Forsyth se pavana légèrement. Je crois qu'il faut montrer l'exemple, Miss Marple. Il ne faut pas céder à la nervosité dans ma situation. Miss Marple hocha la tête. Elle laissa son sac à tricot s'ouvrir juste assez pour révéler un coin de papier plié. En effet, et maintenant il semblerait, d'après ce que j'ai entendu, que des papiers aient été retrouvés au cottage. Des papiers d'une certaine importance, je crois. La main de Madame Forsyth, à mi-chemin de la théière, hésita. Des journaux? Vraiment, je n'ai rien entendu de tel. Quelle discrétion de la part de l'inspecteur Lennox, dit Miss Marple d'un ton serein. Cependant, on ne peut pas toujours garder ces choses secrètes. Je comprends que certains noms puissent être impliqués. Ce serait très gênant, n'est-ce pas, qu'elles soient rendues publiques. Il y eut un silence. Madame Forsyth reposa soigneusement la théière, bien que son visage fût devenu légèrement plus pâle. Miss Marple se pencha en avant, d'un ton doux mais posé. « Voyez-vous, ma chère Madame Forsyth, je crois que vous en savez déjà un peu sur ces papiers, peut-être même plus que vous ne le pensez. » Pour la première fois, Madame Forsyth perdit son sang-froid. Ses lèvres se pincèrent, son regard se porta vers le sac à main près de sa chaise. Ce ne fut qu'un instant, mais ce fut suffisant. Miss Marple sourit et se leva comme si cette visite avait été la plus banale du monde. « Vous devez me pardonner de m'être enfui si vite. Les dahlias du recteur doivent être jugés demain, et j'ai promis d'aller les voir. Merci beaucoup pour le thé. » Elle quitta la villa avec la certitude que son petit piège avait fonctionné. Le regard de Madame Forsyth sur le sac à main, sa raideur soudaine à l'évocation des papiers, ce n'étaient pas les réactions d'une femme innocente qui s'était simplement évanouie dans le couloir d'un cottage. C'étaient les signes d'une personne qui gardait un secret, et qui le gardait désespérément. Ce soir-là, Miss Marple raconta ses impressions à l'inspecteur Lennox, alors qu'ils marchaient un peu ensemble le long de la ruelle. « Tu crois qu'elle a les papiers ?» demanda-t-il. « Pas forcément tous, » répondit Miss Marple.
Mais quelque chose, certainement, et peut-être craint-elle qu'il la désigne du doigt d'une manière ou d'une autre. Penses-tu qu'elle tuerait pour eux? Les aiguilles à tricoter de Miss Marple claquèrent une fois, puis deux. J'ai remarqué, inspecteur, que les dames respectables sont parfois plus impitoyables qu'on ne le soupçonne. Ce ne sont pas toujours les hommes violents ou les vauriens qui commettent les pires actes. L'orgueil et la peur sont des motivations très fortes, surtout quand on a bâti sa vie sur les apparences. Lennox la regarda attentivement. Et la jeune Molly Cartwright? Le village l'a déjà à moitié condamnée. Miss Marple secoua la tête. Pauvre enfant, on se sert d'elle. Quelqu'un veut que nous la regardions tous, tandis que la vérité passe inaperçue. Ils se séparèrent au carrefour, Miss Marple retournant à son cottage tranquille, l'esprit aussi occupé que ses mains. Le piège avait été tendu, et Madame Forsyth s'était trahie. Mais il en faudrait davantage, elle le savait, avant que la vérité ne soit dite clairement. Pour l'instant, elle était satisfaite. Elle avait déjà vu à maintes reprises comment, dès qu'on tirait sur un fil, tout le tissu commençait à se défaire. Tôt ou tard, murmura-t-elle en tirant ses rideaux pour se protéger de la nuit, la chaise vide parlera. Chapitre 11. Écho de Marleycombe. 2 jours plus tard, l'inspecteur Lennox apparut au cottage de Miss Marple, l'air satisfait et las. Il tenait à la main un fin dossier en cuir, aux bords effilochés, dont le contenu sentait légèrement l'humidité. « Nous avons remonté la piste du capitaine Somerton, » dit-il tandis que Miss Marple l'installait dans son fauteuil en chains. « Les relevés bancaires dans le placard nous ont menés à Marleycombe, et Marleycombe, Miss Marple, est un nid de frelons. » Il ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient plusieurs lettres et un mémorandum en ruine. Miss Marple, lunettes sur le nez, les observa avec un intérêt discret pendant que l'inspecteur expliquait. Somerton a lourdement emprunté à un consortium d'hommes, locaux et étrangers, qui spéculaient sur des terres près de la côte. Le projet a échoué, mais pas avant que certaines propriétés ne soient transférées de manière douteuse. Harvey semble l'avoir découvert. La terre ne vaut plus rien aujourd'hui, mais si ces actes révélaient des irrégularités, eh bien, des réputations pourraient être entachées, et des fortunes aussi, si l'on posait des questions. Miss Marple hocha la tête, ses aiguilles cliquetant sans cesse. Et les réputations, inspecteur, sont des choses que l'on protège à tout prix. On peut reconstruire une fortune, mais un nom une fois ruiné. Ah, on ne s'en remet jamais vraiment. Il y a plus, poursuivit Lennox. L'un des hommes impliqués était un avocat qui représentait le consortium. Il s'appelait Cartwright. Miss Marple marqua une pause dans son tricot. Cartwright? C'est très singulier. Feu, monsieur Cartwright, précisa Lennox. Le père de Molly. Il est mort quand elle était enfant, mais ses affaires à Marleycombe étaient loin d'être honnêtes. Cela explique peut-être pourquoi Harvey a cherché Molly. Il pensait peut-être qu'elle en savait plus qu'elle, ou qu'elle détenait un document. Miss Marple posa son tricot. Et maintenant le village la croit impliquée, sans aucune pitié. Pauvre enfant. Les péchés du père retombaient sur la fille. C'est une vieille histoire, inspecteur. Mais je pense que dans ce cas précis, c'est une bonne raison. Quelqu'un souhaite que les soupçons pèsent sur elle. Lennox se pencha en avant, baissant la voix. Madame Forsyth? Les yeux de Miss Marple pétillèrent légèrement. Peut-être. Elle a tremblé quand j'ai parlé de papier caché, et son sac à main s'alourdit de jour en jour. Mais il ne faut pas se précipiter. L'orgueil peut pousser les femmes à protéger des bagatelles comme des couronnes. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple se rendit à Marleycombe. Cette petite ville côtière se trouvait à moins de 8 kilomètres de Rose Hill, ses rues étroites descendant en pente raide vers la mer. Elle prit le thé dans une modeste auberge, où le propriétaire, avide de clients, se montra tout aussi désireux de discuter. Le capitaine Somerton. C'était un joueur, madame. Cartes, chevaux, tout. Il a passé de nombreuses soirées ici avec M. Cartwright et d'autres. Il se prenait pour des hommes d'affaires, parlant de terres et de profits. Mais ça s'est mal terminé. Menaces de procès, papiers disparus. Certains disent que Somerton les a cachés, d'autres que Cartwright les a détruits.
Mais il y avait de l'animosité, très âpre. Miss Marple écoutait en hochant doucement la tête, jusqu'à ce que l'homme, rassuré par son léger intérêt, se hasarde à faire une dernière remarque. Et le jeune Harvey, il était là, moins d'une semaine avant sa mort. Il posait des questions. Il voulait savoir qui avait bien pu vouloir garder ses papiers secrets. Je lui ai dit que certains de ces messieurs étaient là partis depuis longtemps, mais il en restait quelques-uns, des noms respectables, remarqués, qui n'auraient pas aimé que leur passé soit exhumé. Miss Marple le remercia, régla sa note et retourna à Rose Hill par le train de l'après-midi, l'esprit en proie à de paisibles calculs. L'affaire Marlécombe expliquait bien des choses. L'obstination d'Harvey, les papiers disparus, l'ombre de la disgrâce. Pourtant, elle éveilla aussi les soupçons, attirant des noms qu'elle n'avait pas anticipés. Ce soir-là, elle était assise dans son salon, le feu crépitant, son tricot bien rangé sur ses genoux. Le motif devenait plus clair. Le capitaine Somerton, le débiteur, avait caché des documents. Harvey, en quête de vérité, les avait déterrés. M. Cartwright, le père de Molly, avait autrefois été impliqué dans ce stratagème. Et maintenant, Molly elle-même était l'objet de murmures. Miss Marple regarda les flammes. « Quelqu'un, murmura-t-elle, est vraiment très soucieux de garder le passé enfoui, assez soucieux pour mettre un homme sur une chaise et une fille en danger. Mais les gens se trahissent, tôt ou tard. Ils n'y peuvent rien. » Elle se leva, tira ses rideaux et esquissa un petit sourire satisfait. « La chaise vide, dit-elle doucement, n'a jamais vraiment été vide. » Chapitre 12. Le filet se resserre. Les jours suivants n'apportèrent pas de répit à Rose Hill. Au contraire, le village s'anima davantage, comme si l'air même était porteur de rumeurs. Les femmes s'attardaient au comptoir de l'épicier, les hommes flânaient devant l'auberge. Toutes les langues se déliaient, et toutes pointaient de plus en plus vers Molly Cartwright. On la vit traverser rapidement la prairie, tête baissée, et on dit aussitôt qu'elle n'osait croiser le regard de personne. Un enfant lui apporta un mot de la poste, et avant la tombée de la nuit, tout le village sut que des lettres arrivaient encore pour elle, de la main audacieuse, du papier étranger. Son absence à la réunion de l'Union des mères, Madame Bryce Ridley, considéra cela comme une preuve de culpabilité. Miss Marple, observant depuis le portail de son jardin, sentait son cœur se serrer pour la jeune fille. Le poids du soupçon pesait lourdement sur les jeunes épaules. Elle avait déjà vu cela, lorsqu'un jeune homme ou une jeune femme insensée était accusé de vol dans une maison. L'innocence se défendait rarement bien. Elle se fanait, pâlissait et semblait plus coupable à chaque protestation. Ce soir-là, Miss Marple invita Molly et sa mère à prendre le thé. Madame Cartwright vint avec gratitude, mais Molly resta silencieuse, les yeux cernés. « Ma chère, » dit doucement Miss Marple, « ne vous laissez pas abattre par les ragots. Souvenez-vous, ceux qui murmurent le plus fort sont souvent ceux qui ont le moins à cacher. » Molly leva vivement les yeux. « Tu parles de Madame Forsyth ?» Miss Marple sourit faiblement. « Je veux simplement dire que la nature humaine, étant ce qu'elle est, se plaît à détourner le regard d'elle-même. Mais dites-moi, mon enfant, vous avez parlé un jour d'un homme vêtu d'un manteau sombre et miteux près de la haie, à la fête. Avez-vous réfléchi à qui cela pouvait bien être ?» Molly hésita. « Au début, j'ai cru que c'était M. Copley parce que tout le monde le disait. Mais maintenant, non. Il se tient différemment. Cet homme était légèrement voûté, comme s'il portait un poids, et ses chaussures brillaient. Je l'ai remarqué. Mon père cirait ses chaussures de la même façon. » Les aiguilles de Miss Marple s'arrêtèrent en plein point. « Cirer des chaussures et se pencher, » répéta-t-elle doucement. « Comme c'est intéressant. » Le lendemain matin, un autre incident survint. L'inspecteur Lennox se présenta au cottage de Miss Marple, le visage grave. « Val a découvert quelque chose, » dit-il sans préambule. « Le pistolet utilisé pour tuer Harvey, caché sous une pierre détachée du mur du cimetière, et à côté un mouchoir de femme,
avec les initiales MC. Miss Marple haussa les sourcils. Molly Cartwright? Il semblerait bien. Je l'ai interrogée. Elle affirme que ce n'est pas le sien, mais le village est déjà convaincu. Price Ridley va le répandre à chaque porte avant midi. Miss Marple croisa les mains. Un mouchoir est une chose curieuse, inspecteur. C'est un de ces objets si faciles à emprunter, à échanger ou à glisser. Et les initiales? Eh bien, elles ne sont pas aussi personnelles qu'on pourrait le croire. Il existe de nombreux MC dans le monde. C'est vrai, admit Lennox, mais le timing est diabolique. D'abord l'intérêt d'Harvey pour les affaires de son père, et maintenant son nom sur une pièce à conviction. Ça s'annonce mal, Miss Marple. Très mal. Miss Marple le regarda avec une conviction silencieuse. C'est précisément pour cette raison. Celui qui a placé ce pistolet souhaitait que la faute retombe sur Molly. Et si lourdement que même vous, inspecteur, pourriez commencer à y croire. Lennox fronça les sourcils. Tu penses que c'était délibéré? Oui, et plus encore. Je pense que c'était maladroitement délibéré. Un mouchoir laissé si près d'une arme, c'est presque trop pratique. Comme je l'ai souvent observé, inspecteur, les vrais criminels cachent leurs affaires avec plus de soin. Les fausses preuves, en revanche, se trouvent toujours là où elles devraient être. Ce soir-là, alors que la cloche de l'église sonnait 6 heures, Miss Marple était assise seule près du feu. Son tricot reposait sur ses genoux, son esprit repensant au modèle qu'elle avait observé tant de fois auparavant. D'abord M. Copley, accusé pour une querelle et un bouton, puis Molly, au moyen d'un mouchoir. Toujours une explication soignée, toujours une cible facile pour les commérages. Pendant ce temps, Madame Forsyth tremblait au-dessus de son sac à main, le curé gisait silencieux, couvert de bleu, et le passé de Marlécombe remuait comme une racine à moitié enfouie dans le sol. Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent. Le moment était venu, pensa-t-elle, non pas d'un autre indice ou d'une petite provocation, mais d'un piège délibéré. La nature humaine, elle le savait, ressemblait beaucoup aux oiseaux de son jardin. À la moindre graine, il revenait toujours. Elle sourit, plia son tricot et murmura à la pièce silencieuse. Demain, peut-être, nous verrons qui viendra picorer les miettes. Chapitre 13. Thé et piège. L'après-midi suivant, Miss Marple organisa une petite réunion dans son cottage. Rien de plus suspect à première vue qu'un thé entre voisins. Elle envoya un message à une demi-douzaine de personnes, Madame Forsyth, Madame Price Ridley, Monsieur Copley, maintenant libéré et toujours en colère, et la jeune Molly accompagnée de sa mère. Un pot de Darjeeling de qualité supérieure fut posé sur la table, son gâteau aux graines coupé avec soin, et un plat de sandwich aux concombres placé précisément au centre. Personne à Rose Hill n'a décliné une telle invitation. Même Madame Forsyth, bien qu'affirmant être encore très fragile suite à son épreuve, est arrivée d'un pas rapide, son sac à main fermement serré contre elle. Miss Marple, son tricot sur les genoux, présidait avec une grâce tranquille. La conversation s'engagea comme toujours en pareille compagnie. Affaires paroissiales, prix du beurre et sermon du recteur. Mais à mesure que les tasses se remplissaient et que le gâteau aux graines diminuait, elle orienta doucement la conversation vers Rosewood Cottage. « C'est curieux, observa-t-elle avec douceur, qu'une maison puisse contenir des souvenirs. On a même l'impression que le capitaine Somerton pourrait franchir la porte à tout moment. » Monsieur Copley renifla. « Un joueur et un imbécile. Je le lui ai dit moi-même plus d'une fois. Pourtant, il avait le sens du secret d'un marin. Il n'aurait jamais parlé ouvertement de ses affaires. Ah, mais il a caché des papiers, murmura Miss Marple. Et les papiers parlent, même quand les hommes ne le font pas. On en a retrouvé quelques-uns, vous savez, des papiers vraiment intéressants, mais peut-être pas tous. Elle prononça ces mots avec une certaine insouciance, comme si c'était une pensée après coup. Pourtant, elle ne manqua pas le bruit du cliquetis de la tasse de thé de Madame Forsyth dans sa soucoupe, ni le regard qu'elle jeta sur son sac à main avant de se ressaisir en riant. Une tempête dans un verre d'eau, Miss Marple. Ce genre de chose est toujours exagéré. Madame Price Ridley, qui ne laissait jamais passer une chance de supériorité, se pencha en avant. À mon avis, la vraie tempête est chez les Cartwright.
Ce mouchoir de Molly. Ce n'est pas à moi, s'exclama Molly, les joues rouges. Je n'ai jamais. La voix calme et apaisante de Miss Marple s'éleva. Ma chère, nous le savons. D'ailleurs, l'inspecteur Lennox m'a assuré que certains fils du pistolet ne correspondent absolument pas à la trame de votre mouchoir. Curieux, n'est-ce pas, qu'une telle preuve soit si facilement découverte ? Il y eut un silence. La main de Madame Forsyte se serra visiblement sur son sac à main. Miss Marple poursuivit d'un ton toujours doux. Cela me rappelle une histoire ancienne, dans mon village. Une domestique avait placé une cuillère à café en argent dans le tiroir d'une autre fille, espérant se débarrasser d'une rivale. Elle trouvait cela très astucieux, mais bien sûr c'était trop évident. Les vrais voleurs, voyez-vous, sont rarement aussi serviables. Monsieur Copley émit un grognement d'approbation. Tout à fait. Les yeux de Molly se levèrent, pleins d'espoir, tandis que Madame Cartwright posait une main protectrice sur la sienne. Madame Forsyte, cependant, était devenue pâle. Elle se leva avec dignité, bien que sa voix tremblait. « Je crains, Miss Marple, de devoir partir. Ma santé ne me permettra pas de rester longtemps en compagnie. » Miss Marple se leva à son tour et lui serra la main avec douceur et chaleur. « Bien sûr, chère Madame Forsyte, il faut être prudente, mais assurez-vous que votre sac est bien fermé. Ce serait vraiment dommage qu'il en glisse quelque chose. » Pendant un instant, Madame Forsyte resta figée. Puis elle serra fermement le sac et sortit avec sa grandeur habituelle. Une fois les autres partis, Miss Marple s'assit seule près de la théière refroidissante, l'air serein. Elle avait semé sa graine. La réaction était tout ce qu'elle attendait. La main tremblante de Madame Forsyte, son empressement à partir, sa peur à l'évocation des papiers, tels étaient les signes de culpabilité. Même si la nature exacte restait à déterminer. Elle releva son tricot, les aiguilles claquant doucement. « Maintenant, murmura-t-elle, on verra bien qui ne résistera pas à retourner au placard, quand il croira la maison sans surveillance. » Dehors, les ombres s'allongeaient sur Rose Hill. Le filet se resserrait, et Miss Marple, aussi patiente qu'une araignée dans sa toile, attendait le tremblement qui trahirait le véritable coupable. Chapitre 14. Le visiteur de minuit. C'était une nuit sans lune lorsque la perturbation survint. Rose Hill était silencieuse sous un voile de brume, les haies luisaient de rosée, les chaumières étaient plongées dans l'obscurité. Seul le ululement d'une chouette et le bruissement occasionnel des feuilles rompaient le silence. À 11h30, cependant, le calme fut rompu. Un chien aboya furieusement près du pré, suivi d'un bruit de pas précipités dans le chemin. Des lumières jaillirent aux fenêtres, les rideaux tressaillirent. Et à Rosewood Cottage, fermé, verrouillé et bouclé par la police, la lueur d'une lanterne se déplaçait furtivement dans le jardin. Au matin, tout le village bourdonnait de l'histoire. La gouvernante du curé avait juré avoir vu une silhouette vêtue d'un manteau sombre disparaître derrière la haie. Un garçon de ferme, arrivant tard de Marlécombe, prétendit avoir entendu le bruit du bois contre la pierre, comme si on tirait une chaise. Et Madame Finch, dont l'ouïe était plus fine que la plupart, affirma avoir entendu claquer la porte de l'arrière-cuisine, bien qu'elle habitât à une demi-rue de là. L'inspecteur Lennox, appelé aussitôt, trouva la porte arrière forcée. À l'intérieur, le placard de l'arrière-cuisine avait été rouvert. De la poussière jonchait le sol, et un panneau avait été arraché. La cachette était vide. « Trop tard, » dit-il d'un ton sombre. « Les papiers qui restaient ont disparu. » Mais Miss Marple, appelée par le sergent Vail au petit matin, se contenta d'un léger sourire entendu. Elle se pencha vers le sol, où une fine trace de farine s'accrochait encore aux dalles. « Il n'est pas trop tard, inspecteur, » dit-elle doucement. « Juste à temps, car notre visiteur a dévoilé son jeu. » Dans l'après-midi, Rose Hill était en proie aux spéculations. Certains juraient qu'il s'agissait de Molly Cartwright, revenue récupérer les secrets de son père. D'autres étaient certains qu'il s'agissait de M. Copley, déterminé à taire son identité. Quelques-uns murmuraient qu'il s'agissait d'agents étrangers, d'espions se faufilant à travers la brume. Miss Marple, cependant,
s'en tenait au ragot avec sérénité. Elle avait perçu la vérité dans l'arrière-cuisine, la façon dont la planche du placard avait été soulevée par quelqu'un aux mains expertes, la façon dont le sac à main de Madame Forsyth s'était légèrement atténué lorsqu'elle avait quitté le thé de Miss Marple 2 jours auparavant. Ce soir-là, elle s'assit près du feu, son tricot sur les genoux, et s'autorisa un léger soupir de satisfaction. « Une visite nocturne », murmura-t-elle. « C'est si gentil de leur part. On risque tellement plus sous le couvert de l'obscurité, et on oublie avec quelle clarté l'obscurité révèle ce que le jour cache. » Elle se laissa aller en arrière, les yeux fermés. Demain, pensa-t-elle, serait le jour J. Le piège était prêt, les fils serrés. La chaise vide avait autrefois attiré sa victime. Maintenant, elle servirait à nouveau, mais cette fois, pour attraper la main qu'il avait placée là. Chapitre 15. Le piège final. L'après-midi suivant, sous un ciel lavé par la pluie, Miss Marple fit une discrète visite au presbytère. Elle trouva l'inspecteur Lennox dans le bureau, penché sur une pile de rapports, l'air d'une impatience farouche. « Vous les faites tous courir après des ombres, Miss Marple, » dit-il non sans gentillesse, lorsqu'elle entra. La moitié du village jure avoir vu une silhouette masquée. L'autre moitié en a inventé 2 autres. Et pourtant, je n'ai toujours pas trouvé de coupable. Miss Marple s'installa sagement dans le fauteuil du recteur. « Mais vous, faire inspecteur, vous ne voyez tout simplement pas encore que vous l'avez fait. » Il haussa les sourcils. « Vraiment ? » ?»« En effet, » répondit Miss Marple, ses aiguilles claquant déjà. « Si vous le voulez bien, j'aimerais que vous réunissiez quelques-uns de nos voisins demain après-midi à Rosewood Cottage. Madame Forsyth, bien sûr, Monsieur Copley, la jeune Molly et sa mère, et même Madame Price Ridley, si vous le souhaitez. Elle répandra l'histoire plus efficacement par la suite. Je pense que si nous les installons dans le jardin près du pommier pour parler des papiers disparus, nous pourrions constater que quelqu'un se sent mal à l'aise. » Lennox eut un petit rire. « Tu veux les faire lever comme des perdrix. » « Exactement. Les meurtriers, inspecteur, ressemblent à des oiseaux effrayés. Ils ne peuvent s'empêcher de volter quand le filet est tendu. » Le lendemain, la compagnie se rassembla, inquiète, dans le jardin de Rosewood Cottage. La chaise vide se dressait toujours sous le pommier, souvenir muet de la mort de Richard Harvey. Miss Marple, assise non loin de là, tricotant, avait l'air d'une vieillesse inoffensive, mais son regard était toujours aussi perçant. L'inspecteur Lennox parla gravement des documents manquants, de la détermination d'Harvey à élucider l'affaire Marleycombe et de l'intrus nocturne qui avait pillé l'arrière-cuisine. Ces papiers, conclut-il, condamneraient quiconque les craignait le plus. Il y eut un silence, rompu seulement par le croassement d'une corneille. Madame Forsyth s'agita sur son siège, serrant son sac à main contre elle. Monsieur Copley, raide et indigné, était assis. Molly pâle et tremblante, Madame Price Ridley, alerte et pleine d'importance. Miss Marple baissa la voix, presque sur le ton de la conversation. « C'est curieux, n'est-ce pas ? Comme le papier laisse des traces. De la poussière de farine sur le sol, un coin déchiré et oublié. Et comme c'est curieux aussi que certains sacs à main soient si lourds, alors qu'ils ne devraient pas l'être. » Elle regarda doucement Madame Forsyth, dont les lèvres étaient devenues exsangues. « Peut-être, Madame Forsyth, » poursuivit Miss Marple, « pourriez-vous céder à l'envie d'une vieille femme et nous permettre de voir ce qui encombre tant votre sac ?» Pendant un instant, Madame Forsyth resta immobile, puis d'un geste brusque et violent, elle se leva. « Vieille femme indiscrète !» s'écria-t-elle d'une voix rauque. « Tu ne sais rien, rien !» Son sac s'ouvrit. Une liasse de papier s'éparpilla au sol, des actes jaunis, ceux-là même que Somerton avait cachés des années auparavant. Parmi eux se trouvait la lettre à la signature floue, les initiales HC encore visibles. Un hoquet de surprise se fit entendre parmi les villageois rassemblés. Madame Price Ridley serrait sa poitrine. Molly se recroquevilla contre sa mère. L'inspecteur Lennox s'avança. « Alors, dit-il doucement, vous avez cambriolé le cottage la nuit dernière, Madame Forsyth, et avant cela vous avez attiré Harvey là-bas, l'avez assis sur une chaise sous le pommier, et lui avez tiré dessus lorsqu'il a menacé de vous dénoncer. »
La grandeur de madame Forsyth s'effondra. Elle vacilla comme si le pommier lui-même l'avait terrassée. « Il m'aurait ruiné, » murmura-t-elle. « Tout ce que j'avais bâti, toute ma réputation, disparue. Je pensais, si Copley avait l'air d'être le coupable, il le croirait. Ils étaient tellement prêts à le faire. Et puis la fille, il se serait retourné contre elle aussi. Personne ne me regarderait plus. » La voix de Miss Marple était douce mais posée. « Mais les gens regardent toujours, madame Forsyth. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas directement. Mais la nature humaine ne peut s'en empêcher. Avec le temps, elle regarde toujours. » L'agent emmena madame Forsyth, la tête baissée, son sac enfin vide. Les autres se dispersèrent dans des murmures choqués, l'histoire prenant déjà forme pour être racontée dans les salons et les cuisines. Miss Marple restait assise sous le pommier, son tricot plié sur ses genoux. Elle n'éprouvait aucun triomphe, seulement une tristesse sourde, car elle avait toujours su que le meurtre, par essence, était une question d'orgueil, de peur, de faiblesse humaine, les mêmes défauts que l'on constatait tous les jours, mais amplifiés jusqu'à leur extrême noirceur. Elle regarda la chaise vide, où Harvey s'était assis si brièvement, et soupira. « C'est tragique, » murmura-t-elle, « et tellement ordinaire. » Chapitre 16. Conséquences. En une semaine, Rose Hill avait retrouvé son rythme habituel. Les chaumières fumaient doucement dans l'air automnal, les poules gloussaient dans leurs enclos, et la verdure résonnait à nouveau du jeu des enfants. Pourtant, sous la surface, un changement subtil persistait, comme si le sol avait été perturbé et pas encore complètement repeuplé. L'arrestation de madame Forsyth est restée le sujet de conversations interminables. Au bureau de poste, madame Finch racontait à chaque client, avec des variations de ton et d'insistance, comment elle avait toujours soupçonné quelque chose d'anormal. Madame Price Ridley est allée plus loin, déclarant qu'elle avait connu, dès le début, même si personne ne se souvenait qu'elle l'ait dit à l'époque. D'autres parlaient à voix basse des documents, des actes et de la révélation honteuse qu'une femme d'une telle envergure puisse s'abaisser au crime. M. Copley, indigné mais remis en liberté, marchait la tête haute et la moustache plus hérissée que jamais. Il déclarait à qui voulait l'entendre qu'il avait prévenu l'inspecteur d'une accusation trop tranchée et qu'il se sentait désormais parfaitement justifié. Quant à Molly Cartwright, elle semblait se remettre lentement. Libérée de tout soupçon, elle reprit un peu de couleur, même si elle fuyait encore les regards curieux qui la suivaient dans la rue. Miss Marple lui rendait souvent visite, lui apportant de petits réconforts. Un pot de confiture, un petit châle tricoté pour madame Cartwright, ou simplement sa compagnie. Et avec le temps, Molly se remit à sourire, timidement mais sincèrement. L'inspecteur Lennox se rendit un soir au cottage de Miss Marple, l'air moins vif que d'habitude. « C'était bien géré, Miss Marple, » admit-il. « J'aurais pu suivre de fausses pistes pendant des semaines sans votre intuition. » Miss Marple secoua la tête avec un léger sourire. « Pas d'intuition, inspecteur, seulement de l'observation. Les gens vous diront toujours qui ils sont, si vous prenez la peine de les remarquer. La fierté de madame Forsyth, sa peur de la disgrâce, tout cela était plus éloquent que ces mots. » Il inclina la tête. « Malgré tout, vous nous avez épargné bien des ennuis. » Miss Marple lui versa son thé et n'ajouta rien. Elle n'appréciait guère les compliments. Elle ne s'intéressait qu'à la vérité et au maigre réconfort de savoir que les innocents étaient épargnés. Le dimanche suivant, les cloches de l'église sonnèrent comme d'habitude. Les villageois, rangés et solennels sur leurs bancs, chantèrent des hymnes avec peut-être un peu plus de ferveur, comme pour effacer le souvenir des dernières semaines. Le curé, dont la blessure s'était estompée, prononça un sermon sur le pardon qui souleva beaucoup d'inquiétudes, mais personne ne prit la parole par la suite, et Rosewood Cottage lui-même se tut à nouveau au bout de Willowbrook Lane. Le lierre s'accrochait encore à ses murs, le pommier déversait encore ses fruits sur les dalles, et la chaise vide avait enfin été emportée. Pourtant, ceux qui passaient devant le cottage le faisaient à voix basse, comme si la maison était devenue un tombeau de secrets. Ce soir-là, Miss Marple était assise dans son salon,
son tricot plié à côté d'elle, le feu projetant une douce lueur sur les murs. Elle pensait à Richard Harvey, sérieux et persévérant, à Molly, pâle de peur, à Madame Forsyth, dont l'orgueil était ruiné. La nature humaine, murmura-t-elle, est la même partout, à Rose Hill, à Marleycombe, dans le vaste monde d'au-delà. L'orgueil, la peur et le désir désespéré de cacher ses péchés. Pourtant, il est curieux de constater à quel point de toutes petites choses peuvent les trahir. Une main tremblante, un sac trop lourd, un regard sur une chaise vide. Elle sourit doucement, prit sa tasse de thé et écouta le tic-tac discret de l'horloge. Dehors, le village dormait. La vie, comme toujours, avait repris son cours paisible. Mais Miss Marple, experte en folie humaine, savait que sous chaque surface calme, des ombres attendaient, et elle, patiente, vigilante et bienveillante, serait toujours là pour les observer.